Et voilà, on est live. Bonsoir à toutes et à tous. Live avec pas trop de retard en plus. Et live en compagnie d'un invité que vous voyez sur la droite, Monsieur TK, qui est connu pour ses nombreuses vidéos sur le sujet du mining, mais aussi du staking. Je vais avoir beaucoup de questions à te poser. Je pense que Benoît aussi. On est très heureux de t'avoir ici. Comment ça va? Ah bah écoutez, ça va super bien et encore une fois un grand merci à vous de m'avoir invité. Ça fait extrêmement plaisir, sachant que c'est surtout la première fois pour moi que je passe chez vous, donc c'est vraiment un grand plaisir et je vais super bien. Ben, génial. Des, Génial. des plaisirs partagés. Très, Alors, très content de pouvoir explorer ton sujet de prédilection, hein, mining, staking et des tas de choses que j'ai explorées il y a bien longtemps, mais dans lesquelles j'ai pas persévéré comme toi. Et donc, félicitations. Mm. Ah bah écoute, un grand merci et à mon avis, si le mining n'a pas tant changé que ça, donc à mon avis, tu vas retrouver quelques repères. Oh, je suis un peu rouillé, hein, je suis un peu rouillé, mais oui, mais je serais curieux quand même. Ah, les gens me demandent si c'est le garage. Non, c'est pas un garage, c'est un nouvel appartement, mais il est sous les toits. Il est sous les toits, il est bouillant en été. J'en suis pas très content, mais voilà. C'est un nid d'hirondelles. on va attendre un peu que les gens arrivent. En général, il faut deux, trois petites minutes pour que les gens s'installent confortablement, que la notification passe chez tout le monde et on va attaquer cette émission, hein. Super cool. Bon, tu sais, après, ici, c'est comme à la maison, hein. Pas de formalité, hein. Pas trop de structure. Mets-toi à l'aise, réponds comme tu veux. Ah magnifique, Voilà, là, c'est voilà. Moi, c'est de comme toute ça que je façon, préfère, hein. ah, bah, écoute. Moi, d'un côté, j'ai CoinMarketCap et c'est CoinMarketCap qui me guide et qui m'inspire. Et là, il est avec nous. Donc, normalement, on va passer une bonne soirée. Voilà, il va falloir ta mission, ce sera de nous dire. Tu sais que de temps en temps, il y avait la question là de Samy qui est sur les cryptos. Ah, Qu'est-ce que tu ferais avec 10 000 euros? Tu vois, on peut commencer par celle-là. Celle-là, c'est la question chaude avec 10 000 euros. Alors, toi, normalement, tu les investis dans le mining. Est-ce qu'ils sont rentables? je te donne Comment 10 tu 000 les fais? euros, TK. Tu fais quoi pour avoir le meilleur ROI? T'as Ah, 10 moi, 000 euros. 10 000, je divise en deux directs. Je fais 5 000, Ah, 5 000. Ah, je fais 5 000, 5 000 parce que je fais justement 5 000 dans le mining et 5 000 dans le masternode ou staking, quoi. Un des deux. Mais je divise en deux directs. Je fais pas de all-in. Je joue la sécurité, enfin la sécurité, si on peut appeler ça la sécurité, mais je répartis mon investissement. D'accord. super. Ah ouais, Ben intéressant. moi j'apprécie. Alors attends, eh ben, vas-y, on va explorer un peu plus. Donc dans tes petits 5 000 euros de mining, qu'est-ce que tu fais? Ça comprend quoi? Achat de matériel, tout ça? Ouais. Donc on part du principe qu'on n'a absolument rien. Donc pour 5 000 Mhm. euros, j'achète le matos nécessaire pour me monter un petit rig de minage, hein. Donc Ouais. petite carte mère, petit processeur, grosse alimentation pour prévoir l'ajout de futures cartes, hein, pour ne pas se retrouver Mhm. bloqué dans le futur, et probablement deux, trois, peut-être quatre cartes graphiques si on trouve des modèles pas trop chers et de stock, hein, parce que ça reste toujours un peu compliqué, même si on commence à revoir du stock. Et je me monte une petite machine pour commencer et débuter. 5 000 euros, t'es bien? Avec 5 000 euros d'investissement initial pour faire du mining ou pas? T'es comment? Alors, C'est- 5 000 euros, c'est déjà une belle enveloppe, Ah sachant oui, oui. que ça permet déjà d'avoir pas mal de matos. Alors, ça permet pas d'avoir les plus grosses cartes graphiques, ça permet pas d'avoir une installation de fou furieux. Mais là, je regarde vite fait à la louche. Là, je suis sur un comparateur. Euh, donc, imaginons même que j'achèterais, je fais vite pour avoir un petit calcul, allez, 4 3060 Ti rapidement. Et donc là, je générais actuellement une vingtaine de dollars par jour Ah, sur Ergo ou Ethereum, on va dire kiff kiff, avec déjà cette petite configuration là. ah, c'est sympa. Alors, mais puisqu'on y est, tu sais, mais là, du coup, ben, je te cuisine, hein. Moi, ce que j'avais remarqué, un truc qui était sympa avec le mining qui m'avait étonné alors que je n'y pensais pas, c'est que le matériel, en fait, conserve vachement bien sa valeur une fois que tu as fait ton rig et finalement est assez résistant en période de baisse. Tu as déjà revendu ton matos ou tes rigs ou tu les amènes jusqu'à la Jamais, mort? jamais. Non, non, le matos, si vous en prenez soin, peut durer des années et des années. Donc moi, j'ai des cartes graphiques qui ont maintenant plus de 5 ans et qui tournent encore comme au Oh, premier des jour. vénérables.
Donc oui, on est sur du matos qui a fait son temps, qui a déjà été remboursé plus de 150 fois et qui est là parce que voilà, à un moment donné, j'ai quand même réfléchi, et j'ai vraiment hésité quand même à revendre une partie du matos parce qu'en fait, Ah, il y a eu la pénurie de cartes graphiques qui a impacté très fortement le monde du mining. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les cartes que j'avais et qui ont 5 années au compteur, je pouvais les revendre plus cher que ce que je les avais achetées. c'est Non. Donc quand même incroyable, hein. elles se sont, donc faut imaginer, elles se sont amorties, je sais pas combien de fois. Elles m'ont rapporté de l'argent et en plus, je pouvais les revendre plus cher qu'à l'achat. Donc c'est pour dire comme c'était fou. Mais j'ai la fibre du mining en moi et je pouvais pas me séparer de mon matos. Je m'en voudrais trop. Donc Hmm. j'ai conservé le matos et je regrette pas parce que d'ailleurs on a eu derrière ça l'explosion du prix d'Ethereum et des frais de transaction. Donc là on est avant la mise en place de l'EIP, une explosion complète avec des machines qui sortaient pas loin de 100 dollars par jour, électricité déduite. Donc je suis content de ne pas avoir vendu mon matos. Ah, d'accord, ok. Ah Et oui. attends, mais moi, tu sais, j'adore faire des panic-sell. Dans là, régulièrement, je fais un panic-sell et ça me permet ensuite de hodl plus fort. Voilà, donc, ça m'aide beaucoup. Et donc, si jamais tu faisais un panic-sell sur ton matos, tu vois, de 5 000 euros, admettons, tu panic-sell un an plus tard, parce que c'est bien quand même de panic-sell de temps en temps, il faut se le permettre. Combien t'en sortirais? Parce que moi, je Euh, m'étais dit qu'en général, l'informatique se dépréciait par, je sais pas moi, 50% en 1, 2 ans. Mais ça, c'était un truc que j'avais fait à la louche et en fait, je pense que c'est faux. je pense qu'en tout cas, on peut tabler. Allez, si on voulait même se mettre une marge de sécurité, on pourrait même tabler sur 50%. Imaginons ce qui serait même catastrophique, parce que il y a des trucs qui vont se vendre très bien, comme notamment les cartes graphiques et les alimentations. Par contre, c'est certain que la mémoire RAM, par exemple, ça va très mal se revendre, donc on peut considérer que ce sera une perte sèche. Maintenant, encore une fois, ça dépend le moment entre guillemets où tu vas panic sell. Si tu avais, si tu as panic sell il y a 4 mois, Ah, tu auras eu je plus le d'argent que choisis 5000 jamais. euros. Donc non, on pourrait dire que c'est certain que récupérer de l'argent, tu vas en récupérer. Ça, c'est certain. C'est la grosse force du mining. C'est-à-dire que hormis si tout ton matos est détruit, hein, je sais pas, tu balances de la flotte dessus, mais chose que normalement ça ne doit pas arriver. Ah Euh, non, mais normalement, on va dire, allez, de même la dans le pire bière, des à la cas, rigueur de la bière. là, il va plus fort alors. Il mine plus Ah fort. oui. Mais on serait sur, allez, on pourrait même tabler sur 50%, ce qui sera un cas extrême. Hein. À mon avis, on serait plutôt sur 25-30%. Tu récupérerais donc sur 5 000 euros, tu récupérerais facilement 2 500 euros, 3 000 euros de matériel d'occasion. Ouais, franchement, c'est pas mal donc pour un Panixel parce que maintenant je suis ceinture noire de Panixel. Et en fait, si tu regardes par exemple la correction des cryptos pendant là en avril-mai, Bitcoin qui est le plus solide de la bande, il a corrigé de 55%. Donc c'est une correction qui est supérieure, enfin tu vois, c'est une dépréciation qui est supérieure à celle Mhm. de ton matériel informatique. Et les cryptos, en fait, les alt, quand tu regardes dans le grand ensemble des choses, ça peut sortir un peu de ce cadre-là, mais elles ont été divisées entre 3 et 5. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont perdu 66 à 80%, avec quelques génies qui ont perdu même plus, je pense à, mais qui sont partis très fort. D'ailleurs, Avax a été découpé par au moins 6 depuis son ATH. Luna a été découpé par des chiffres monstrueux et Avax, tu l'as depuis pas Avax. vendu, hein. Avax, je crois que tu es un des Non, je plus l'ai pas gros vendu. holders de Avax que je peux, enfin, dans le sens, dans la Et mesure où oui, je l'ai tu n'en pas. vends pas, peu importe le contexte de marché, quoi. Je Ah, panique pas, je panique celle pas surtout quand même. Donc, je me souviens que j'avais rencontré donc des étudiants qui se lançaient parce que souvent, quand tu découvres les crypto-monnaies, en fait, ça dépend des sensibilités, tu nous raconteras peut-être, hein, de chacun, mais souvent, quand tu as un petit côté technique ou que tu aimes jouer aux jeux vidéo ou en fait, ou que tu aimes monter des machines, souvent, en fait, finalement, on se dit que miner, c'est une introduction comme une autre, enfin, c'est quelque chose qui se comprend. Et ces étudiants, ils avaient fait ça, et je me souviens qu'ils étaient arrivés à un très mauvais moment, c'est-à-dire qu'ils étaient arrivés fin 2017 et ils étaient pris sur le bear market, tu vois, ignoble de 2018. Et s'ils avaient fait en fait un achat de crypto, ils se seraient fait découper, ils auraient fait un parcours, je veux dire, où ça commençait par une correction de 80% et ça met tout le monde d'accord. Et en fait, par leur entrée dans le mining, et bien finalement, ça les a protégés parce que eux, ils ont monté leur rig, ils se sont embêtés à faire des configurations, des machins, des trucs. Et en fait, quelques mois plus tard, mais leur rig se vendait plus cher alors que le marché avait été découpé.
Voilà. Donc, ok, ben en tout cas, je suis content de cette première partie sur 5 000 € sur du matériel. Et je sais, alors je sais pas, par exemple, je pense que, tu vois, dans une phase de bull market, moi, ce que j'avais trouvé avec le mining, c'est que c'est quand même un investissement presque de bon père de famille parce que, tu vois, tu multiplies difficilement ton investissement de 5 000 € par, je sais pas, 10 en quelques mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu vas le Exactement. tenir. Non, non, mais t'as totalement raison. Moi, la petite phrase que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, quand vous investissez dans le mining, vous êtes parti pour un marathon et pas un sprint. Et il est certain que si vous achetez du matos, enfin, vous décidez de vous lancer dans du mining, le but, c'est pas de faire x10 en un mois ou x10 en 6 mois. Le but, c'est pas le but du mining, c'est pas ça. C'est d'avoir une sorte entre guillemets de revenu passif, hein, donc de générer quoi qu'il arrive de la crypto-monnaie qui peut prendre de la valeur, qui peut en perdre, mais quoi qu'il arrive, vous allez générer de la valeur. Et en fait, le fait que ce soit entre guillemets passif, hein, donc il y a une fois que les machines sont configurées, lancées, je veux dire, hormis les surveiller 5 minutes le matin, 5 minutes le soir pour voir si tout fonctionne bien, que le marché soit super bull ou super bear, vous allez générer de la crypto, vous allez en obtenir plus. Et donc effectivement, si quelqu'un se lance dans le mining en espérant que demain, enfin ou en un mois, il va doubler son investissement, bah pour ça, il ferait beaucoup mieux de se tourner vers voilà vers le trading ou autre où c'est quelque chose qui est réalisable. Par contre, en mining, il est entre guillemets très très difficile de perdre de l'argent parce que hormis si vous décidez de miner une crypto-monnaie qui disparaît, je veux dire si vous minez de l'Ether, vous allez générer de l'Ether petit à petit et d'une certaine façon, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup plus confiance dans l'Ether que dans certains shitcoins. Donc c'est une façon en tout cas de miser plus sur un côté sécuritaire que sur justement faire un all-in sur un énième shitcoin en espérant un x1000, mais ça reste intéressant, mais pas pour du x10 en un mois, quoi. Alors attends, petite question subsidiaire. Malgré tout, je veux dire, le mineur souvent se transforme en trader. Et donc, est-ce que tu vends tes crypto-monnaies au fur et à mesure ou est-ce que tu hodls tes crypto-monnaies? Parce que tu as quand même des coûts. Alors exactement, moi je fais un peu des deux justement. Donc j'ai une partie que je stocke pour ce qu'on va dire du long terme, hein, donc c'est des bags, donc des wallets sur lesquels je touche pas justement un petit peu comme on mettrait tous les mois par exemple 100 € de côté sur son compte bancaire pour son épargne par exemple. Là ce serait exactement le même principe. Par contre il y a effectivement une partie que je trade pour de la vente pour récupérer indirectement derrière soit des stablecoins, soit directement de l'euro ou autre. Maintenant moi quand je fais du trading, c'est du trading très très simple. Donc je fais support, résistance. Je veux dire mes niveaux sont très très bas. Je veux dire je me contente de très peu. C'est-à-dire que bah oui, si on est sur une énorme mèche rouge, je vais peut-être me dire bon, on va peut-être un petit peu attendre avant de vendre. Mais par contre, je vais pas commencer à regarder la MACD, toutes les infos techniques. Donc moi mes graphes c'est des droites parallèles, support, résistance. Et entre nous, enfin en tout cas pour moi, en tout cas ça me suffit largement et je suis très très content de ma manière de fonctionner, quoi. Et tu hodl et tu spécules, tu ferais quoi? Tu referais un petit 50-50 sur tes revenus? Tu ferais Ah, quoi comme règle? on pourrait dire, allez, peut-être 70% de hold et 30% de trade à la limite. Ok. Si je devais diviser, hein, comme ça à la louche, Mais j'ai attends, pas. hodl, c'est déjà spéculatif. Hein. Hodl, c'est déjà tradé hein, pour moi. Parce que, Ah, en fait, si tu voulais vraiment jouer la sécurité, ce serait d'une tristesse infinie et je comprends tout à fait ton approche. Hein. Mais si tu voulais la jouer vraiment risque averse, chaque fois, tu vendrais presque tous les jours. Ah, tu peux, en fait, c'est ça qui est fort enfin, avec le mining. Tu as vraiment tous les profils qui s'offrent à toi. Donc, tu peux avoir des gars qui vont vendre en direct pour même racheter un autre coin qui est peut-être encore plus risqué. Il y a des personnes qui vont transformer ça en crypto-monnaie, par exemple en Bitcoin, en Ether, donc des cryptos, on va dire, plus sécurisés. Il y a des personnes qui vont tout vendre en tout ce qui est USDT, donc stablecoin ou autre. Donc là, vraiment, je veux dire, chaque personne a sa façon de voir un peu les choses. Et aussi, ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer du jour au lendemain. On pourrait décider, par exemple, pendant un mois de miner, par exemple, de l'Ether, et on se dit tous les Ethers que je génère, je les conserve, et le mois suivant, tous les Ethers que je génère, bah, je les vends, par exemple. C'est ça qui est fort avec le mining, vous êtes totalement libre de faire ce que bon vous semble, quoi. Ok, ben, ça me plaît. Moi, pour la petite histoire, donc j'ai commencé avec des vieilles machines qui sont restées rentables très longtemps parce que je pensais que ça allait se déprécier, mais en fait,
c'était l'électricité. C'est-à-dire que les nouvelles machines n'étaient pas beaucoup plus puissantes, elles consommaient moins, elles étaient plus efficientes, mais pas beaucoup plus puissantes. Et avec l'appréciation de l'Ether et finalement les nouvelles crypto-monnaies qui est arrivées, il y avait Zcash qui avait mis en fait du baume au cœur, etc. Et je me suis remboursé. Alors moi sur mes rigs sur une bulle cosmique de Blackcoin. Voilà, qui est une coin qui a disparu, mais qui m'a gratifié d'un fois 100 cosmique et je l'avais hodl bêtement. Et ça m'avait tout remboursé. Voilà. Mais bon, je me suis quand même dit que malgré, j'ai dû mettre quelque chose comme ça, hein, comme 5 000 € dans du mining. Et j'ai quand même fait un grand n'importe quoi. À un moment donné, j'ai miné à la profitabilité. Donc, au départ, j'avais une pool qui se chargeait de trader et qui me rémunérait en Bitcoin. Donc, ça, c'était très bien. Et ensuite, j'ai voulu pousser le vice. C'est-à-dire que, c'était une pool de mining qui s'appelait Hippo Mining. Et sa propriété, c'était d'aller miner des coins avant qu'ils soient listés sur les places de marché. Ouais. Dans le but, je veux dire, justement, d'être le plus spéculatif possible et que si jamais au listing ça faisait une belle appréciation, c'était sympa. Évidemment, tu essuyais tous les plâtres parce que du coup, tu te retrouvais à miner des coins qui étaient pas du tout secs, on va dire, et surtout, je me suis retrouvé avec une myriade de coins démoniaques et je me suis retrouvé complètement dépassé par cette aventure. Mais dans le lot, il y a une coin stupide qui m'a fait un fois 100 et ça m'a remboursé tout mon matériel. Mais si, et voilà. Et donc j'en garde un souvenir. Un bon souvenir. Ouais, un bon souvenir, avec beaucoup de tendresse. Mais depuis, j'ai laissé parce qu'en fait, c'était des aspirateurs. Alors qu'ils produisent des billets. Finalement, c'était plus des souffleurs que des aspirateurs. Mais mon ex-compagne de l'époque, je veux dire, lui faire comprendre que ces aspirateurs qui font du bruit et de la chaleur génèrent aussi des revenus, c'était toute une science. Donc ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été si convaincant. Et donc l'autre partie, il nous reste 5 000 €. Oui, alors là, à mon avis, je pars donc sur du staking ou du masternode, hein, un peu en fonction de ce qui a la cote en tout cas ou ce qui peut être intéressant sur le moment. Donc là, honnêtement, il faudrait que je regarde un petit peu sur quel type de projet on pourrait investir. Mais je pense que je répartirai en tout cas là-dessus. Quitte même encore si dans le pire des cas, imaginons il y a deux projets qui sortent du lot, je pourrais encore faire 2500. Maintenant, généralement, le prix des masternodes, en tout cas, sont relativement élevés, comme le marché est pour le moment relativement haut. Donc, si je pars sur du masternode, à mon avis, avec les 5 000 €, il me les faudra bien si je veux monter un node efficace et qui rapporte suffisamment. Et tu vas le monter toi-même? Oui, en tout cas, la plupart de mes nodes, généralement, je les monte tout seul. Il y a certains nodes pour lesquels je passe par un prestataire de service, tout simplement parce que comme il en génère beaucoup, il arrive à avoir des tarifs préférentiels sur les VPS, donc les machines virtuelles pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ben voilà, il faut à un moment donné, à partir du moment où vous êtes vous-même le nœud, il faut louer une machine virtuelle. Donc il y en a certaines que j'ai moi-même louées, mais des fois je passe par un prestataire qui justement les a à bon prix pour le service, quoi, parce que comme il en prend beaucoup, c'est pas mal. Ça rapporte quoi? Donc, quels sont tes chéris? Est-ce que tu as des petites chéries en ce moment? Ouais, c'est le moment de chill Ah, mais des- oui! Non, mais non, puis tu ne chilles rien du tout, là. Tu vas dire, tu prends des risques qui t'appartiennent Ouais. et tu as l'occasion, soit d'être glorieux, soit de te planter en public. Ah non, Voilà. honnêtement, moi je suis sur des projets entre guillemets relativement old school, donc des projets qui ont déjà quelques années au compteur. Donc moi je suis très fan donc de la crypto-monnaie Firo qui s'appelait Zcoin avant, Bitcoin. Ah, Horizon aussi, donc Horizon qui est pour moi un très très gros projet. Flux, la crypto-monnaie Flux dont je suis ultra fan, que je suis énormément. Sinon, j'ai quoi? Divi aussi, projet Divi en Divi Project en masternode qui est pas mal intéressant. Energy, etc. Donc ça, c'est vraiment côté masternode. Si j'avais 200 000 $, j'achèterais un Dash, tu vois, mais j'ai et pas il 200 n'y a 000 pas des dollars. poules? Il n'y a pas des poules? Tu peux Si, si, pas. si. Ah,
il y a ce qu'on appelle des masternodes partagés. Donc ça veut dire que ben voilà, vous avez pas, par exemple, on prend l'exemple de Dash parce que c'est parlant. Un masternode Dash, c'est 200 000 $. 200 000 $, c'est pas à la portée de tout le monde. Et donc plutôt que d'apporter tout seul 200 000 $ et d'empocher donc la totalité de la récompense, par exemple, on va se mettre à 10 personnes pour apporter chacun 20 000 $ ou 100 personnes qui apportent 2 000 $. Et en fait, imaginons si on est 10, on va tout simplement diviser la récompense en 10 catégories, et pour les 10 personnes, si on est 100, on va la partager en 100, etc., etc. Et en fait, des masternodes, ce qu'on appelle des masternodes partagés, ça existe souvent, même sur des petits nodes, par exemple des nodes à 1 000 € qui peuvent, par exemple, pour être des personnes pas accessibles, on va par exemple le décomposer en 4 parties à 250 €, ce qui rend quand même beaucoup plus accessible à monsieur et madame tout le monde qui n'auraient pas envie de mettre justement des sommes folles dans ce type d'investissement, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat Helium. Je crois que c'est les haricots magiques de Adli. Donc, Et Helium, c'est du minage via Wi-Fi, c'est encore différent. C'est Helium Network, je pense. oui, oui. Trop fort. Ils ont levé 110 millions là, la semaine dernière. C'est sorti comme ça. J'ai pas encore saisi pourquoi il y a autant d'engouement là-dessus, parce que je me suis pas assez éduqué sur le sujet. Mais ouais, ils ont ce drôle de truc pour l'IoT à base de low frequency, où je suis plus de radio là. Enfin bref, c'est bizarre. Ouais. J'ai commandé mon node, mon mineur chez eux il y a 6 mois et je l'ai toujours pas reçu. Donc normalement je devais être livré en août. Je devais être livré en août. On dit que c'est rare. Hein. Et en fait j'ai pris le risque pour la communauté. J'ai dit aux gens ne l'achetez pas, comme ça si c'est de la merde, c'est moi qui perds de la thune. Et malheureusement je peux pas faire la vidéo pour le tester parce que je l'ai toujours pas, donc je suis dégoûté. Et ouais, mais si ça avait été bien, t'aurais tout gardé. Ah mais c'est peut-être génial et je vais peut-être faire une vidéo en disant que c'est génial, mais comme je l'ai pas, comme j'ai pas la machine en main parce que je l'ai toujours pas reçu, je peux pas le tester. Donc ça se trouve c'est génial, ça se trouve c'est pas génial, mais je peux pas le dire parce que je n'ai pas la machine. J'ai jamais douté, les haricots magiques, moi ça m'a toujours paru étonnant. Mais d'ailleurs, je crois pas que tu mines un ASIC ou pas? Non, pas d'ASIC chez moi, Ouais. full carte graphique moi. J'en ai un avec un L3+ pour miner du Litecoin, Dogecoin, mais comme tu l'as dit, c'est un bruit d'aspirateur. En plus, c'est des vieilles machines. En tout cas, c'est Kaiser. Je pense que je pense avoir vu son nom dans le chat. C'est lui qui me l'a filé gratos pour que je découvre le monde de la ZIC. C'est super pour bidouiller, c'est super rigolo, mais ça m'intéresse pas du tout parce que c'est pas du tout intéressant à mon niveau, je veux dire. Et tu as un forfait particulier chez ton fournisseur d'électricité, vu que si tu as, admettons, 50 cartes graphiques branchées ou autres, ils se posent des questions. Ils vont penser que tu plantes des trucs chez toi. Enfin, ça sort peut-être du forfait. Ils doivent t'approvisionner différemment. Ça se passe comment? Alors non, je suis toujours un simple particulier, donc j'ai pas à ce niveau-là, je veux dire, j'ai un très gros compteur à la maison, ça c'est vrai. Donc j'ai ce qu'on peut installer en Belgique, en tout cas, j'ai quasiment le plus gros modèle que ce qu'on peut installer, mais je ne suis pas à l'échelle industrielle ou autre. C'est vrai que ça peut être intéressant. Maintenant, par exemple, un rig de minage qui serait vraiment déjà pas mal développé, donc avec pas mal de cartes graphiques, etc., etc. On va dire que ça peut taper entre 2500 watts ou 3000 watts. 3000 watts, par exemple, c'est un chauffage de salle de bain, un chauffage électrique de salle de bain qui tournerait 24 heures sur 24, donc c'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme. Je veux dire, dans une maison, si vous avez un chauffage de salle de bain qui tournerait, voilà, une clim, c'est pas ça qui va vous tuer. Par contre, si vous commencez à avoir 10 ou 15 machines comme ça, là effectivement, tu risques même de dépasser la norme et la quantité d'électricité que tu peux avoir sur ton compteur. Mais moi, à mon niveau, à mon échelle, je suis toujours sur une installation type classique, quoi. Je veux dire, j'ai pas une installation industrielle, quoi. D'accord. Moi, je me souviens que j'avais mis ça dans mon bureau. Il faisait une chaleur absolument épouvantable. Comment tu le vis là l'été? C'est bon? Écoute, honnêtement, il fait extrêmement chaud. Moi, j'ai la chance d'avoir des grandes caves dans la maison, donc tout est à la cave, donc ça c'est top. Oui, mais le vin va bouillir. Tu vas faire bouillir le vin. Je ne bois pas de vin, je bois de la bière. Et la bière, elle est au frigo. C'est vrai. Et donc, mais effectivement, il fait il fait très chaud à la cave. Dans la maison, honnêtement, c'est gérable. Par contre, l'année passée, quand on a eu quelques jours de canicule, là, c'était vraiment pas agréable du tout. Par contre, en hiver, c'est le bon côté. En hiver, j'ai quasiment pas de facture de chauffage et il fait extrêmement bon. T'as 24 degrés à la maison, all-in, quoi. Il y a quelqu'un qui t'a dit méchamment, ça pollue.
Oui, les voitures polluent, l'ordinateur sur lequel on est en train de polluer, tout pollue. Les commentaires dans le chat, hein, ceux qui Ah ouais. polluent, Oui, mais toi, les tu commentaires. pollues 25 fois plus avec tes 6 GTX 3000, enfin 1080 là. Non, non, mais c'est un débat qui peut être. Ouais. C'est un très très gros débat. Pour en avoir déjà très longuement discuté avec Sébastien Gouspiou qui détient Big Block Data Center, qui possède des énormes fermes de minage. Lui par exemple, sa privée n'est alimentée quasiment que en énergie verte, ou du moins majoritairement en énergie verte. Et la plupart des grosses fermes de minage sont également équipées. Justement, vont chercher l'électricité la moins chère possible. Et généralement, l'électricité la moins chère possible, c'est généralement de l'énergie verte, des surplus de barrages hydroélectriques, des surplus pardon, de centrales solaires. Donc au final, c'est vrai que le minage, c'est certain que s'il n'y avait pas du tout de minage, ça polluerait pas, mais maintenant ça pollue nettement moins que ce qu'on veut bien, enfin en tout cas ce que les médias mainstream tentent de nous faire croire. Maintenant polluer, oui, ça pollue comme n'importe quelle activité humaine sur la planète Terre, j'ai envie de dire. Le mining en règle générale, enfin surtout celui de Bitcoin, c'est un peu une sorte de grande optimisation du power grid mondial, en fait. Et ça permet même à certaines installations qui utilisent des énergies renouvelables d'être viables économiquement. Parce que souvent, si tu fais ton barrage en plein milieu, je sais pas moi, du Kivu pour quelques villages dans les parages, tu vas consommer, tu vas avoir 40% de ta production qui va être consommée, tu vas pas être rentable. Il te faut 70%. Donc, si tu déploies des ASIC pour exploiter en fait ce qui n'est pas consommé, tu peux rendre en fait ton installation dans l'ensemble économiquement viable, c'est ce que j'avais entendu. Mais Mais bon, c'est ce que voilà. disait, c'est ce que dit Sébastien Gouspiou, en fait. Ouais. Un de ses premiers arguments, c'est de dire que la production électrique dépasse de loin la consommation actuelle. Donc, en fait, il faut savoir de l'électricité qui est produite mais qui n'est pas consommée, c'est un gaspillage. Et donc, en fait, souvent, les mineurs ne génèrent pas une consommation électrique supplémentaire, mais viennent se greffer sur de la production qui aurait été jetée. Et parce que forcément, l'électricité qui est produite mais qui n'est pas consommée, c'est la moins chère. C'est la moins chère tout simplement parce qu'on ne sait pas la stocker, on ne sait pas la distribuer sur des longues distances. Et en fait, le mining, c'est quand même une industrie qui est facilement déportable, c'est-à-dire que tu peux aller en fait au nord de l'Islande, etc. Ce qui n'est pas vrai par exemple des industries qui sont consommatrices d'énergie, typiquement l'aluminium, où tu as besoin en fait d'infrastructures, de choses comme ça. Et Sébastien Gouspiou en est la preuve, il va dans tous les pays pourris à la recherche d'énergie gaspillée. En général, il se fait exproprier. Donc ça, c'est parce qu'il a pas, c'est parce qu'il a pas de chance et que voilà. Mais souvent, il y a le Canada où quand ils construisent un barrage hydroélectrique, voilà, il y a une consommation au moment donné. Donc par exemple, s'il y a un projet de construction de barrage en 2021, ils vont pas faire une production électrique qui est équivalente à la demande actuelle. Ils vont se dire si la demande d'électricité est multipliée par 10 dans les 10 ans, eh ben, on va produire telle quantité. Oui, mais toujours est-il qu'à T0, il y a un dixième de la consommation par rapport à ce qui est produit. Et donc, du coup, les mineurs vont se greffer là. Et ensuite, quand la demande locale va augmenter, ben, ils vont devoir être chassés, ils vont aller ailleurs, etc. Et, T'as exactement résumé la situation. C'est exactement ça. et ensuite, il y a autre chose moi, que j'aime beaucoup, et c'est une phrase de Molière. Je crois que c'est alors, je sais pas, dans Les Femmes savantes ou quelque chose. C'est qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage. C'est-à-dire que c'est pratique. C'est-à-dire que et souvent les premiers, je veux dire, à dénoncer, c'est les banques centrales. Hein. Sachez que les banques centrales, ce sont la main sur le cœur, s'intéressent souvent à l'écologie et accusent Bitcoin de faire bouillir les océans, tout simplement parce qu'ils veulent s'en débarrasser. Et en fait, voilà, qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la noyé. Quelqu'un me dit tuer, mais je crois que c'est noyé son chien. Sinon, pour juste rebondir là-dessus, également sur ce que tu disais, j'ai souvenir aussi d'un partenariat entre justement une ferme de minage et un village justement en Afrique qui cherchait désespérément à avoir de l'électricité. Et en fait, la ferme de minage a proposé la construction d'un barrage qui était à moitié financé par l'État et à moitié financé par la ferme justement. Et la ferme a dit, bah nous, on récupère tout le surplus de la production et toute l'électricité produite, ce qui va être nécessaire, comme tu l'as dit, parce qu'on
produit pas une quantité fixe, hein, on prend généralement un peu d'avance justement pour les futurs développements. Et en fait, la production est utilisée majoritairement par le village. Accessoirement, la ferme de minage permet à des personnes de ce village d'avoir un travail et donc d'être rémunérées. Et en plus, la ferme, elle récupère de l'électricité verte à moitié payée parce que justement, c'est le barrage a été construit en partie par le gouvernement et eux ont financé l'autre partie. Donc, on se retrouve là avec vraiment un win-win où les gens ont du travail, où l'électricité est verte et où la ferme de minage obtient un tarif canon pour le prix de son électricité. Donc ça, c'est vraiment le genre de synergie qui fonctionne extrêmement bien en mining. Mais par exemple, donc pour continuer sur ce sujet qui me plaît, tu vois, Gouspillou, lui, il est particulièrement fier de son aventure au Nord Kivu, donc dans la République démocratique du Congo, qui est un des pays les plus exotiques et dangereux du monde, en fait, tout simplement. Hein. T'as des Maïmaï, t'as des islamistes, t'as des maladies là-bas. La Covid, c'est de la rigolade. Hein. Tu dois avoir des foyers d'Ebola, des moustiques qui font des bruits d'hélicoptère. Enfin, c'est l'apocalypse. Et il faut savoir que c'est quand même une des dernières forêts tropicales au monde. Je crois qu'il y a des gorilles, des montagnes, enfin, il y a des ressources naturelles extrêmement rares. Et en fait, elles sont tout simplement menacées par cette économie qui est précaire, où en fait finalement les populations locales, elles vont couper des arbres millénaires, tout simplement parce qu'ils ont besoin de se chauffer. La première fait de se chauffer, de s'alimenter, etc. L'infrastructure n'est pas développée. Et quand finalement tu développes une activité économique qui permet en fait de donner des revenus à une réserve, je crois que c'est une des plus vieilles réserves d'Afrique, et bien en fait, en gros, s'il y a des mineurs qui arrivent à financer ce projet-là, ça sauve des gorilles, ça permet, enfin voilà, ça permet de faire des trucs sympas. Et en l'absence de mineurs, ça va être quoi? Ça va être braconnage, ça va être déforestation, ça va être l'enfer. Et donc voilà, pollution et pollution, donner un sens économique à des projets d'infrastructure, ça peut être extrêmement vertueux. Voilà, bon, bref. Ça, Sébastien en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que c'est sympa. Et donc lui, il adore ça. Après, bon, il va peut-être prendre des coups de saguet et, et ça, je sais pas si son investissement financier va être remarquable, mais quelque part, c'est aussi ce qui le transporte. Donc, il faut pas croire que les mineurs sont forcément que porté par le profit. Sébastien, lui, franchement, son moteur, moi j'ai parlé plusieurs fois avec lui, et effectivement, il aimerait bien se faire du fric à un moment donné, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas encore gagné. Hein. Il s'est fait racketter par des gouvernements corrompus. Là, il est en train de vivre des émotions avec la République démocratique du Congo. Il fait des tours d'avion avec, je crois, que c'est le prince de Mérode, qui est un prince belge. Oui, exactement. Il est belge. C'est un pilote belge. Qui est très apprécié des populations locales, hein, notamment parce qu'il s'est fait mitrailler, qu'il a pris 2 bastos dans le foie, qu'il a failli mourir, que c'est des locaux qui l'ont amené en mobilette à l'hôpital. Je veux dire, et le prince qui, quand même, pourrait se dorer la pilule ailleurs. C'est-à-dire que il n'est pas obligé de faire tout ça, tu vois. Il essaye tant bien que mal. En fait, il a trouvé une forme de sens à son existence princière, et donc il a besoin finalement de causes plus élevées, et il veut absolument essayer de sécuriser cette zone du monde. Et le mining, en fait, je sais que Sébastien Gouspillou et ce prince de Mérode avaient une très belle rencontre, parce qu'ils ont le même âge, et le prince était particulièrement content parce que justement, il cherche. Tu vois, va voir ton banquier pour lui expliquer. Écoute, moi, j'ai une réserve naturelle, elle est sympa. Il y a des gorilles des montagnes, ils se grattent les aisselles la journée. Ils sont beaux à voir. On pourrait faire un reportage animalier fantastique. Il faut absolument que tu finances ça. Je pense que tous les banquiers et les banquiers centraux, a priori, ils ont claqué la porte. Et Sébastien, il est là. Il a pris son sac à dos, ses asics, son conteneur, et il est parti. Donc voilà, c'est sympa. Bon voilà, c'était une petite envolée lyrique, mais moi, Sébastien, il m'émeut toujours quand il parle de ces trucs. Voilà, donc je lui souhaite, génial, hein. Il est génial. Et je lui souhaite de faire des profits. Je lui souhaite de faire des profits, mais ça, c'est vraiment, voilà, ça serait beau quand même. Donc bon, mais c'était pour l'écologie. Hein. Et moi, la question que je me posais, c'est quand tu choisis tes projets pour faire du staking ou voilà, lancer un masternode ou participer à des masternodes partagés, comme tu en avais parlé juste avant. Le fait que tu te concentres essentiellement, tu avais mentionné par exemple Flux, Horizen, Divi ou autre, tu n'explores pas le staking sur d'autres plateformes comme par exemple, je donne des exemples Solana ou Polkadot ou Avalanche ou par exemple Cardano. Tu restes si.
Ouais. Non, donc là, c'est parce que là, j'avais donné des exemples de Masternode parce que justement, j'avais devant moi la page Masternode Line qui était ouverte. C'est pour ça que j'ai parlé de Masternode. Mais non, effectivement, le sticking de Ada Cardano, le sticking de VET que j'ai fait VeChain avec un node, etc. Ça, j'en ai fait aussi, j'en ai fait pas mal. Honnêtement, ça, j'en ai plus, donc je saurais plus parler sur les avancées récentes. J'ai fait aussi pas mal de staking. Pour le moment, je n'en fais pas, ou alors j'en ai qui traînent sur un wallet que j'ai totalement oublié, mais j'en fais plus. Mais par contre, quand il y a des projets qui me bottent bien, qui ont un bon ROI ou quoi, il y a vraiment aucun souci pour me mettre dans le staking. C'est toujours avec beaucoup de plaisir parce que ça reste, au final, le masternode staking, c'est quasiment le même principe. C'est à ce niveau-là, quoi. Maintenant, c'est vrai que je suis pas, voilà, c'est vrai que Polkadot, j'en ai pas eu, par exemple, j'en ai pas fait, donc ça, je saurais pas dire, mais VET, ADA, etc. Oui. D'accord, VeChain, Ada Ouais, Cardano. c'est ça. D'accord, ok, ok. Et tu te dis pas que parfois ça peut, enfin, tu penses pas tu dis pas, oh, ça peut être plus rentable d'acheter des tokens que de se lancer dans l'achat de toute l'infrastructure et le maintien de cette dernière. Par exemple, tu te dis, je vais faire deux, trois tests d'investissement. Je vais choisir, je sais pas, Luna, Torchain et un truc XSwap, j'en sais rien, et je vais acheter ça et je vais les hodl pendant 3 ou 6 mois et puis en avant, quoi. Tu penses pas, tu t'exportes pas ce genre de méthode? J'en fais, mais je fais ça majoritairement sur les gros projets, donc Bitcoin, Ether, etc. D'accord. Je vais, en tout cas, quand je vais sur des entre guillemets plus petits projets, ce qui est pas du tout insultant, hein, c'est juste en termes de capitalisation, c'est beaucoup plus petit. Euh, en- J'achète très rarement, par exemple, une crypto qui a pas de système de staking, de masternode, de minage ou autre derrière, si ce n'est voilà Bitcoin, Ether, etc. Je vais pas par exemple acheter, par exemple Luna, par exemple, ne m'intéresse pas, même si il y a potentiellement beaucoup de profit à faire dessus, mais ne m'intéresse pas plus que ça à l'achat parce que là, ça va être vraiment soit du hodl comme on parle, soit du trading. Et pour faire du hodl, si je fais du hodl, je le fais sur Bitcoin, Ether. Donc c'est pas le genre de crypto, même si elles sont très très bien, sur lesquelles je vais me retourner, en tout cas moi à mon niveau. Et je fais D'accord. peut-être une erreur, hein. Je fais peut-être une erreur, hein. Mais certainement, mais, mais c'est mais c'est pas grave. Non, mais ce qui me surprend, c'est qu'elles peuvent produire du revenu, hein. Par exemple, Luna. Parce que moi, ce que je comprends dans le mining, il y a quand même quelque chose qui est formidable, c'est cette petite pluie de crypto qui tombe. Tu vois ce que je veux dire? Et ces revenus qu'on dit passifs, mais qui ne le sont pas, hein, parce qu'en réalité, pour faire de l'argent avec de l'argent, il faut y passer du temps. Ça, c'est C'est ce ça. qu'on dit jamais. Et c'est pareil avec le mining, hein. Je suis sûr que tu passes un temps affreux à régler tes machines, il y a toujours des mises à jour, il y a toujours des problèmes, elles commencent à surchauffer, on ne sait jamais ce qu'elles ont, c'est difficile de s'approvisionner, il y a la Des concurrence qui est élimes qui folle, crament. voilà, EIP machin, IP truc, il y a toujours quelque chose. Mais tu peux produire aussi du revenu avec du farming, par exemple. Moi, ma grande découverte, en fait, ça a été le farming. Et, euh, et à titre personnel, ça fait moins de bruit, c'est moins rigolo, hein. Peut-être que toi, t'as besoin d'action, hein. Ça, c'est- Le farming m'a intéressé. Le truc, c'est le problème, c'est que je suis déjà sur tellement de fronts, tu vois, Ah parce oui, ça, je qu'en suis d'accord plus, avec toi. ici, on parle, en plus, si tu rajoutes à ça, je fais aussi du lending, donc minage, masternode, Ah staking, ben, lending, etc. J'imagine, quand je vois ce que génèrent certains en farming, c'est vrai que ça laisse rêveur, hein. Attention, je critique pas du tout ça, mais j'ai déjà tellement de choses je suis déjà réparti sur tellement de trucs que si je dois en plus rajouter encore le farming, le truc à la mode là qui va sortir ou je sais pas quoi. Il y a eu pas longtemps là, on a eu le mining de la crypto-monnaie Chia qui se faisait juste avec des disques durs et du stockage, tu vois. Je m'y suis pas Ouais. engouffré non plus Au, parce que c'était encore une variante. Si je fais et ça, en fait, à un moment donné, je fais plus que ça, quoi. au bout d'un moment, faut concentrer ses bêtes, faut pas trop diversifier parce que bon, c'est Exactement. comme quand tu vois un restaurant qui fait kebab, pizza, sushi, tu sais que ça va pas être bien. Tu sais Voilà. qu'il a pas fait, il s'est pas spécialisé dans une voie. Et quand c'est trop hétérogène là, quand ça fait des, voilà, est-ouest, nord-sud, c'est que ça a plus du tout. Il faut, ouais. Et d'ailleurs, ouais, je crois que tu as fait une vidéo sur pourquoi tu ne mines pas de chia. Tu l'as Mm. expliqué, j'ai pas vu la vidéo. C'était quoi la raison?
En quelques mots? En gros, il faut acheter du matériel bien spécifique. Donc, c'est sur des disques durs. Il faut des disques durs de grosse capacité, si possible même des disques durs au format SSD, donc qui coûtent relativement cher, etc., etc. Les revenus n'étaient pas entre guillemets, enfin, les revenus ne sont jamais garantis, mais donc il y avait un gros risque à prendre. Et en fait, je me suis rendu compte que au prix qu'il fallait mettre pour s'équiper, je pouvais acheter d'autres cartes graphiques. Et donc, je me suis dit, ben, plutôt que d'aller dépenser 1000 balles pour acheter des disques durs, je vais me racheter des cartes graphiques avec ces 1000 balles là et je suis certain, en tout cas avec mes cartes graphiques, que je vais me générer un revenu, quelque chose qui va m'intéresser, quoi. Donc en fait, il aurait fallu que ce soit vraiment bon marché ou alors que ça rapporte, que la rentabilité soit monstrueuse pour que je m'y engouffre. Mais au final, c'est pour gagner un peu plus ou la même chose et que je dois mettre le même prix pour acheter des cartes graphiques. Bah, j'achète des cartes graphiques et je fais ce que je sais faire de mieux depuis plus de 5 ans et où j'ai aucun problème avec ça, quoi. C'est plein de sens, c'est plein de sagesse. Ouais. Moi, j'arrive pas à faire ce que tu dis, mais c'est très bien. Non, mais c'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment donné à trop embrasser, on est très mal. Donc, Ouh, très beau ça. ben oui. Donc, faut se concentrer un peu. Mais Chia, tu vois, par exemple, c'est Bram Cohen, et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Donc, je suis sûr que, enfin, non, j'en sais rien en réalité, mais j'ai un a priori positif par rapport au fondement technique. Et voilà. Mais après, j'ai pas eu le temps non plus d'aller plus loin dans dans cette aventure. Et donc, du coup, j'ai laissé tomber. Mais j'ai quand même passé quelques heures à observer ce projet exotique. Hop là. Alors, Je regarde un peu le marché, c'est vrai que c'est le festival, hein. Quel ah, est c'est ton beau, hein? sentiment, Ah oui, Kevin? Pardon, bah, ouais, Ouais, TK Kevin, Monsieur c'est bon. TK. ouais. Dis-moi, excuse-moi, j'ai pas Ouais, bah, compris. ma question, quel est ton sentiment un peu sur le marché? Voilà, positif, dans le doute, tu penses qu'on a affaire à un bounce, Bootstrap. voilà, sournois, quelque chose, voilà. Qu'est-ce que tu penses? Moi, en fait, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je suis là entre guillemets pour du long terme. Donc, C'est si même beau le ça. marché demain se casse la gueule, C'est en tout cas, beau. je suis persuadé que sur du très long terme, sur une grande période de temps, donc on parle pas en semaines ou en mois, ici on parle en années, je suis persuadé on va aller chercher des hauts plus hauts que là. Donc, je veux dire, demain, le marché on pourrait perdre 20% sur le marché. Bah, comme tout le monde, je serais déçu. Mais comme je vise le long terme, je m'en fous de perdre 20% si 3 jours après, on en chope 80. Enfin, Mais donc évidemment, ton échelle de temps, c'est l'année minimum, tu vois, c'est la voilà, décennie. exactement. Donc, quand sur ton graphe, tu analyses les cryptos avec un filtre décennie, il y a que des bougies vertes Ah sur bah 10 ans. exactement, exactement. De toute Sur façon, 10 ans, il y a que des bougies vertes. même sur un an, hein, tu mets le graphe sur un an, Ou tout est. sur un an, j'ai mis saloperie, moi. Ah, ça dépend quel crypto t'as été chercher. Ah, oh, même Bitcoin, hein, il a déjà eu, hein, je pense, des baisses d'un an. Ça dépend à Oui, quel jour de l'année tu le prends, en fait. ouais, Il y a pas exactement. mal de charts, d'infographiques comme ça où on te montre que Bitcoin, ça monte tous les ans. Sauf que si tu le prends à un autre jour de l'année, Bah, En tout l'année, cas, on là, va on est prendre à, 1er janvier, 31 décembre, il n'y a pas eu que des années, il y a pas eu que des années vertes, hein. Moi, je te le on est garantis. à Alors, 47 000 $. Je veux dire que 47 000 $, en tout cas, moi, je suis très, très content d'être à 47 000. Je serais encore plus content si on était à 60 000, mais on aurait pu être à 20 000 aussi. Et donc, 47 000, je trouve ça très, très bien. pour Bitcoin, ça te suffit. Oui, je Ça te parle pour suffit. Bitcoin, Ça te mais suffit. je trouve que c'est décevant, dans bah, l'ensemble. j'aimerais, Oui, comme tout le monde, j'aimerais plus, mais bon, il faut se contenter de ce qu'on a. Ah, mais c'est vrai qu'on réalise pas. Non, je veux dire, en début d'année, on était à 20 000 ou peut-être 25 000, et là, Voilà. aujourd'hui, on est à 46 000, et ça nous semble mauvais, en fait. C'est ça, c'est Où pas. sont les 100K? Où sont les 100K? Ah, le 6 Ah. octobre. C'est à dire. Mais moi, non, moi, je t'avouerais que là, le petit passage à 46, la 46,7, il y a une belle fièvre, hein, si c'était 46,7 le matin, c'est pas mal, hein. Et ouais, ouais, parce que moi, ouais, je suis content, moi. Mais c'est pas assez, c'est jamais assez, en fait. Et toi, Samy, je veux dire, à combien tu serais satisfait? Je veux dire, c'est quoi? Oh, Hein, parce moi, que je suis sûr que quand il sera à 100, je vais tu vas en vouloir râler. plus. Tu me connais, je Ben vais oui. râler, je vais dire que c'est pas assez. Je vais dire non, je, je vais dire que c'est pas assez. Et puis c'est tout. Je vais dans le Slack. Voilà. Après, ça va corriger. Je cracherai sur ce marché et son injustice.
Et puis voilà, je pense que ça va se passer comme ça. À 100K, je râlerai aussi, c'est pas grave. Mais non, je pense que. De toute façon, on sait où ça va aller, Samy. Hein. Le 6 octobre, c'est à 300. Hein. De toute façon, c'est Adli qui l'a dit. Donc, je veux dire, tu as posé la question, mais tu avais déjà. C'était pas la réponse de Monsieur TK. C'est Mais... l'unlock de Flow. Si le 6 octobre, on est à 300K sur VTC, je vais rigoler. Je vais rigoler. Ah, mais Parce qu'il y attendez, a on un parle à unlock. l'année, la 300K à l'année, c'est parfait, ça. Oh là 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 Il y là. en a même le jour. Ah ouais, si on a même le jour, il donne pas l'heure aussi, tant qu'à faire. Oh, mais il en était plus à ça près, là. Je veux dire, on était. Ouais. Il se passe rien le 6 octobre. On a juste un ami à nous qui venait sur de précédentes éditions, qui avait une thèse. Il nous avait sorti dans une interview que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, qui s'appelle Adli Takalbataille. On lui avait demandé sa vision pour Bitcoin dans un an, un truc comme ça. Et il a dit, moi, je vois un Bitcoin à 300K le 6 octobre. Il y avait une précision perturbante dans son message. Il avait dit le 6 octobre. Donc, on attend. Aujourd'hui, on l'attend. C'est tout. Et c'est là On où est il a été là, il y a courageux. un countdown, on attend. Parce que la plupart des prophètes, bon, moi je lui accorde franchement un delta large. Hein. C'est-à-dire que si on est à 6 chiffres le 6 octobre, franchement, pour moi, ça sera une belle, voilà, c'est une belle vision. Mais la plupart des prédicateurs, en général, ils donnent pas la date. C'est toute l'astuce. Tu vois, oui, Bitcoin va être 1 million. Mais quand ça, bientôt, bientôt ou à un moment. Ouais. Par Voilà. là, Mais par là. Adi, lui, il s'est mouillé. Hein. Il est précis, il est précis, il est précis, il est précis. Et donc, je lui souhaite d'avoir raison, hein. Franchement. Et ça me fait du bien. Dans les moments de doute, tu vois, le fait qu'il ait dit ça, ça sera probablement faux. Mais ça a quand même le mérite de me rassurer. Ah, Ada, est-ce que tu as une vision? Il y a quelqu'un qui. Il y a eu un petit spam. Avant, c'était Elrond. Mais là, Moi, je Ada, je suis sens. impressionné par Ada, mais Il est enfin, puissant. Hein. Il est puissant. Hein. pas de la. Bon, je veux dire, Et Ada, il est puissant. Il est franchement, ça me puissant. rassure pour Solana, en fait, ou Polkadot, ou même n'importe quel autre Layer 1, parce que ça veut dire qu'il y a encore de l'upside. Quand tu as Il est 75 puissant, milliards de Solana. capitalisation pour un truc qui marche pas encore, c'est cool. Ça veut dire que la valorisation, ça ne veut plus rien dire. Enfin, façon de parler, hein, je veux dire, tu peux encore avoir de belles progressions sur Luna, sur Solana ou autres, qui sont des plateformes avec des vraies applications plus ou moins matures qui sont déployées et de la vraie valeur sécurisée sur des contrats, pas juste dans le cadre de la sécurisation du réseau, mais sur des contrats, des vrais trucs à faire. Et je pense que c'est cool, finalement, c'est une bonne chose. Si Cardano, qui est-ce qui défend le prix de Cardano? N'allez pas me dire que c'est des instits, c'est du retail, c'est plus possible, c'est un culte. Et ouais, mais GMT, tu te souviens de Wall Street Bet? Ah ouais, Hein, GameStop, bah ouais, GMT, je pense que c'est ça. Hein, GameStop. Et bien, GameStop, non, il mais est dans c'est les comme acheter cryptos une et il action s'appelle Nokia. ADA. Non, moi, j'ai toujours eu un peu ce gros doute sur ADA, mais je suis open. Hein, c'est avec plaisir que j'invite les fondateurs du projet. Je comprends pas trop la valorisation. Je trouve que c'est une équipe super sérieuse. Et Murgo, Input, Output Hong Kong, tout ça. Qui suis-je pour avoir un jugement sur eux? C'est des mecs, ils ont 15 ans dans les research de DLT, ce que tu veux. Enfin, mais je comprends pas. Comment on valorise ça en fait? Pour les NFT, c'est difficile de valoriser, hein, je veux dire. Mais là, je pense que c'est pareil pour les cryptos. Au bout d'un moment, à quel moment un network à ce stade de développement a une telle valorisation? C'est une question que je me pose et peut-être qu'on valorise la recherche. En tout cas, je sais que tous les papiers qui sortent, Cardano, Ouroboros, machin, c'est de Non, la attends, fraude et c'est Cardano, il a réutilisé quelque par d'autres chose. gens. Oui. Samy Cardano, il a quelque chose, ben, c'est une commu, hein. De toute Bah ouais, bah évidence, il a voilà. une communauté en béton armé. Non, mais Faut pas me dire que... c'est un MLM, Eh quoi. ben, attends, Il manquerait plus qu'ils vendent de la spiruline, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, à quel moment hein, c'est quoi Le mot est ça? eh ouais, lâché, ben, le mot est lâché. ils ont une des plus belles armées, ils ont une des plus belles armées du secteur, hein. Il y en a des armées, tu les connais. Il y a la XRP Army, il y a la ADA Army, et ils ont, si je veux dire, si les cryptos étaient une guerre, ils auraient une très belle armée. Après, bon, leurs armes, ils se battent avec des manches de pioche et des frondes, mais ils sont tellement nombreux que avec leur petite fourchette, peuvent aller loin. En général, ça va Donc, ensemble. T'as Cardano, t'as XRP. XRP, c'est vrai que ça doit être. Il faut vraiment être courageux pour relever ça parce que pour le coup, bah, il n'y a pas vraiment eu de bull run pour ce coin avec le scandale de la SEC. Et c'est aussi quelque chose que je trouve fortement valorisé quand même. 55 milliards, c'est pas mal. Moi, en tout cas, Et ce qui bon, me après. bluffe,
Ouais. Non, je te coupe 2 secondes. Moi, en tout cas, ce qui me bluffe, c'est l'évolution du top 10, du top 20, on peut faire sur les années. Je veux dire, il y a énormément de nouvelles cryptos qui sont entrées dans le top 20, on va prendre, hein. Il y a des Oui, cryptos qui oui. reculent, il y a des cryptos qui avancent, et je trouve que c'est bluffant. Je sais que vous êtes, bah, comme moi, ça fait déjà quelques années que vous êtes dans le marché. Si on reprend le top 20, par exemple, de 2017, ben, on avait Bitcoin, Ah, Ether, tiens, Litecoin, probablement. Quand on Samy, voit, tu par peux le exemple, trouver. Oui, je Samy peut suis le sûr que trouver. Non. je fais un historical Snapshot, là, je vais te le trouver de suite. Je et vous je trouve montre que ça, les c'est amis. bluffant le changement. Bah, par exemple, voilà, pendant très longtemps, on avait XRP qui était troisième. Ah, maintenant, XRP c'est sixième. Litecoin était souvent deuxième ou troisième. Maintenant, bah, Regardez, Litecoin c'est fini. Donc, c'est impressionnant, hein. là, on est en décembre Il y a 2017. une justice. Tu sais que dans le long terme, je pense qu'il y a une justice. Moi, je pense aussi. Je pense qu'en fait, quand tu as une bonne thèse, tu as bien fait tes devoirs et que tu attends, il y aura quand même une putain de Ah, justice. par exemple, on a la joie de voir Bitcoin Cash, tu vois, et une pensée pour Emilien, hein, et Bitcoin Cash, par exemple, je pense que voilà. Ah ouais, Dash est très. Ah ouais, Dash était cinquième. C'est vrai qu'on oublie Dash, cette époque, hein. c'était énorme, On hein. C'était oublie, un hein, énorme on oublie, hein. projet, hein. Ah, moi j'ai de la peine pour Monero, Nem! par contre. Nem dixième! Wow! Mais Ah ouais. avant le vol, ça, avant le vol de Nem. Et maintenant, Oh, tu parles de NEM, les gens, ils te regardent, ils disent, c'est quoi ta crypto à la con, là? Et pourtant, en 2017, NEM, c'était révolutionnaire, c'était le truc du moment, il fallait avoir du NEM, comme maintenant, il te faut la crypto du moment, mais c'était le Ah, BitConnect. BitConnect, ah, wasso, Et c'est wasso, que... wasso, wasso. Ah, là, il va y avoir quelqu'un. Mais il y en a qui tiennent le pavé, hein. Et alors, C'est le NEM, il est pas il est pas en treizième position. C'était une blague pour les Parisiens. Pardon. le Monero, par exemple, Monero dixième, maintenant, le Oh, Monero, c'est dingue, hein, mais Monero, c'était énorme à l'époque aussi, hein. En mais moi, j'ai 2017, toujours eu de Monero, la c'était tendresse pour. Voilà, là, je suis plein de nostalgie. Monero, j'ai toujours eu beaucoup de tendresse. pareil, pareil, j'aime beaucoup la crypto, j'aime beaucoup le projet. Donc c'est vrai que ça fait mal au cœur de le voir là, il est 35e alors que ouais, ça faisait partie du top 10 avant. Merci d'avoir relevé la blague, chers viewers, que j'ai faite sur le NEM, c'était voilà, une dédicace à Émile, il l'aurait placé si je n'étais pas là. Donc voilà, hop. Voilà. Non, j'avais dit le NEM en treizième position, comme à Paris. Voilà. Oui, oui, mais du coup, tu l'as fait deux fois. C'est l'avantage. Parce que j'étais dans le doute, je pensais que tu l'avais pas entendu, Benoît, il était Oui. absolument indispensable que vous l'entendiez. Non, non, mais petite blague, petite douceur, rien de bien sérieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le top a fortement changé. Là, je reviens sur la version du top 10 contemporaine. Et, et du coup, dans ton portefeuille, Monsieur TK, je veux dire, donc déjà, tu le divises en combien de petites tranches et qui c'est qu'il y a qui est en présence, hein. Alors, et Quand toi, je tu ne fais qu'acquérir des cryptos par le mining ou tu as des moments d'errance et tu peux un coup de CB ou d'autres. Non, j'en ai également acheté, faut pas croire. Donc c'est vrai que Ah, j'en ai énormément qui sont arrivés par le mining, mais il y en a beaucoup aussi que j'ai acheté comme Monsieur Tout le Monde. J'ai fait mon petit virement sur Kraken et j'ai été faire mon petit achat. Donc non. J'en ai pas mal. Enfin, non, j'ai plusieurs crypto-monnaies. J'essaye quand même de conserver une majorité de Bitcoin et d'Ether parce que c'est ah, ce que je faisais pas avant. Avant justement, j'étais full shitcoin parce que ouais, Bitcoin, c'est de la merde, c'est vieux, c'est lent, c'est pas rapide, c'est pas, c'est trop chiant et ça. Puis je me suis rendu compte que bah, Bitcoin, c'est lui qui mène la danse et tu peux avoir la meilleure des crypto-monnaies, la meilleure technologie, la meilleure chose que tu veux. C'est quand même Bitcoin encore et toujours qui drive le marché. Donc moi j'ai changé fortement mon fusil d'épaule parce qu'avant j'avais quasiment pas de Bitcoin et maintenant je me retrouve avec une majorité de Bitcoin. Mais alors là, je vas-y, me vas-y. permets de te couper parce qu'il y a un débat de titans justement en ce moment même sur Twitter. Donc c'est sûr. Alors il y a une théorie qui dit on est shitcoiner, on devient Bitcoin maximaliste. Tu vois, c'est un peu une référence à Simone de Beauvoir. On n'en est pas femme, on le devient. On ne n'est pas maximaliste, on le devient. Bon, ben ok. Et ben alors il y a dit, moi j'ai fait l'inverse. Hein, donc moi je suis né maximaliste et je suis devenu shitcoiner. Mais Mais j'irai pas jusque maximaliste hein, parce que j'ai encore non, mais ce que je veux énormément dire, de c'est qu'avec, ouais, oui, 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 non, c'était pour donner une bien tendance, mais c'est sûr. vrai que avec le temps, on arrive en général, c'est vrai qu'on est enthousiaste,
on est souvent naïf et on se fait on se fait corriger, on se fait rincer par une crypto véreuse et voilà. Et c'est un peu comme avec un ado qui a fait un peu le fier dans la rue là, qui vient de prendre une correction et ensuite il respecte le père après. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais figure-toi, donc là, pourquoi j'intervenais? Parce que sur cette vision, c'est-à-dire que ça se résume à la dominance, tu vois, de Bitcoin. Est-ce que Bitcoin va continuer de gagner des parts de marché ou est-ce que les marchés des altcoins va croître plus vite? Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand même, je veux dire, d'un point de vue, c'est-à-dire que j'ai énormément de respect pour la sécurité, la fiabilité, l'histoire, je veux dire, l'immaculée conception de Bitcoin, tu vois, et donc Bitcoin n'est à nul autre pareil, tel un premier amour, mais en termes de placement purement spéculatif, et B, tu vois, donc j'ai toujours évidemment des bitcoins dans mon portfolio, mais j'ai quand même baissé l'exposition et particulièrement quand le marché commence à bouillir, tu vois. Et je trouve que le marché est un peu chaud, c'est-à-dire que, par exemple, à quel jour tu vas voir Bitcoin doubler son prix en... Est-ce qu'il va te faire une Solana? Tu vois ce que je veux dire? Solana, là, en ce moment, il nous a fait un départ d'incendie absolument merveilleux, tu vois. C'était prévisible. Là, tu parles à un connaisseur parce que moi, justement, je veux dire, ok, donc j'ai Bitcoin, Ethereum qui sont mes gros projets. Maintenant, généralement, moi, mes autres cryptos, c'est hors top 100, quoi. Je veux dire, je chasse entre le top 100 et le top 1000. Donc c'est justement sur j'ai un côté très sécure amené par Bitcoin, Ether, etc. Et puis par contre, je vais chercher les cryptos vraiment très très lointaines avec pour moi, hein, ça reste mon avis, mais qui ont énormément de potentiel. Typiquement, moi, je vais jamais t'acheter une crypto-monnaie, par exemple, sur Binance, parce que pour moi, une crypto qui arrive sur Binance, elle est cramée par le marché. Ça veut dire que tout le monde l'a probablement déjà découverte. Moi, je vais chercher la pépite qui est je vais justement chercher des crypto-monnaies sur ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle les exchanges couveuses, c'est-à-dire sur les très petits exchanges, parce que c'est généralement les pépinières. Non, mais c'est généralement là que tu peux aller chercher justement les fameuses cryptos avant qu'elles arrivent sur les mastodontes que sont Binance, Kraken, FTX, etc. Je vais les chercher entre guillemets avant tout le monde quand elles sont encore très 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 petites, avec énormément de risques, parce que justement quand on est très 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 petit, on peut très très vite disparaître. Par contre, c'est là-bas que tu vas chercher les plus gros potentiels d'explosion. Donc j'ai la sécurité amenée par le Bitcoin Ether. Trêve de suspense. Donne-nous des pépinières, enfin donc ces couveuses et quelques pépitas. Mais par exemple, pépitas des enfers. Si tu tapes, mais par exemple, tout simplement, Horizon, qui reste un excellent projet, il est 115e, quoi. Horizon, ça reste, à mes yeux, encore une fois, ça reste une crypto-monnaie qui aurait largement sa place dans le top 50. Mais pourquoi? Parce que, au risque de paraître stupide, j'ignore tout d'Horizon. Tu pourrais. Il est sur Bibi, mais pourquoi? Il est même dans le portefeuille de Grayscale, je crois. Exactement. Ben voilà, il est repris par Grayscale parce qu'en fait, ils ont derrière le projet, contrairement à beaucoup de projets qui je vois pas sur énormément. Il est Horizon. Je vous l'affiche, les amis. Excusez-moi. Voilà. Ouais. Donc je disais Horizon, par exemple. Contrairement à beaucoup de projets qui vont mettre énormément de marketing en avant pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est le genre de projet, tu vois, qui va pas avoir beaucoup de marketing, qui va plutôt officier en sous-marin entre guillemets, mais qui va te chercher justement, bah voilà, qui est accepté, enfin qui est pris par Grayscale, quoi. Donc je veux dire, généralement les gens ont pas entendu parler d'Horizon, pourtant il fait partie de la liste des achats de Grayscale, tout simplement parce que derrière, fondamentalement parlant, en dehors de tout aspect purement spéculatif, tu as un projet qui délivre vraiment ses objectifs. On a du cross-chain, de la chain swap. C'est un projet qui a une partie sécurisée donc par des ASIC et également des masternodes. Donc on compile le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a la puissance de sécurité amenée par de l'ASIC et de l'autre côté, on a la rapidité des transactions apportée par donc le proof of stake. Donc c'est typiquement le genre de crypto-monnaie, moi, qui va largement m'intéresser, notamment parce que justement, elle est encore un peu méconnue du grand public et que c'est ce genre de projet-là qui peuvent
potentiellement exploser dans le futur parce qu'ils sont déjà bien implantés. Et en fait, ma liste de crypto-monnaies en dehors de Bitcoin et Ethereum, ce sont tous des projets dans ce genre-là, des projets qui sont encore très petits, très méconnus, mais qui ont un potentiel fondamental, je parle bien de fondamental, très très important à l'explosion. Maintenant, qui ne se mettent pas en avant, qui ne font pas de gros marketing, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va en parler constamment sur différents réseaux, etc., etc. Parce que justement, les mecs ont pas d'argent à mettre dans le marketing parce qu'ils le mettent dans le développement, quoi. Donc c'est ce genre de projet-là, moi en tout cas, qui me botte bien. Si je peux me permettre, je pense que le problème va même au-delà de ça. Même quand tu as beaucoup d'argent, c'est très difficile, même quand tu as de l'argent, d'attirer des développeurs sur ta plateforme. Et donc, tu peux faire tes implémentations, suivre ta roadmap, ajouter tes features, faire ton module cross-chain ou autre. Mais je pense qu'au bout d'un moment, et même beaucoup de plateformes ne savent pas comment s'y prendre parce que c'est probablement très dur. Tu as pas mal de trucs avec des propositions de valeur, des technologies qui sont merveilleuses, mais qui n'y arrivent pas. Mais tu as 100% raison, hein. Mais il y aura des morts. Il y aura des morts. De toute façon, c'est sûr que dans le tas, il y en a qui vont mourir. Comme toujours, ce qui est dommage, c'est que c'est généralement les projets avec un marketing béton qui sont mis généralement en avant, mais derrière, c'est généralement la technologie ne suit pas, ou c'est des promesses, tu vois, dans 6 mois on fera, dans 1 an on fera, alors qu'à côté de ça, tu as des projets qui n'ont pas de marketing, mais qui ont déjà des produits, des trucs entièrement fonctionnels. Et là, par exemple, typiquement, l'exemple de Horizon, mais des coins comme Horizon, moi j'en ai des dizaines que je peux te citer, c'est des projets qui sont, et voilà, typiquement la reconnaissance ultime pour Horizon, c'est le fait d'être pris par Grayscale, qui montre clairement que ça intéresse, je veux dire, entre guillemets, les plus grands, ou du moins des personnes avec énormément d'attrait pour ce genre de crypto-monnaie là. Donc pour moi, voilà, c'est le genre de crypto, moi en tout cas, qui va clairement bien m'intéresser, quoi. Mais ouais, après, ouais, non, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est une technologie, enfin c'est une technique comme une autre, hein. Je veux dire, c'est pas plus con, c'est pas plus intelligent qu'un autre. Je veux pas critiquer du tout les autres projets, mais voilà, c'est une façon. Il faut y aller. Tu peux y aller. De toute façon, moi, enfin, voilà, tu peux dire qu'il y a des trucs que t'aimes pas, des trucs que t'aimes plus. Moi, par exemple, tu vois, ma thèse pour les Layer 1, c'est que c'est surtout la course à la TVL, à l'exception de ceux qui ont bâti une communauté avant les blockchains plus contemporaines, tu vois, comme Avalanche, Solana ou Terra. Et ben, celles qui arrivent comme Phantom et NIR, tout ce que tu vois, je pense que ce qui va vraiment contribuer à à l'augmentation de leur valeur, de la valeur du réseau, c'est juste leur capacité à onboarder plus d'utilisateurs, d'avoir plus de TVL et d'avoir plus d'applications sexy qui sortent. Mais si elles échouent sur ce plan-là, je pense que c'est ça qui va provoquer leur extinction. Mais je n'ai pas exploré la thèse plus fondamentale, juste de regarder la technologie en fait, du socle, quoi, du Layer 1, le mécanisme de sécurisation ou autre, ou le fait que ce soit repris par des fonds d'investissement. Je trouve que c'est une autre approche qui... Ouais, c'est intéressant. Mais si tu as des projets que tu n'aimes pas, d'ailleurs, n'hésite surtout pas à nous donner quelques noms. J'ai pas de projet que j'aime pas en vraiment, c'est juste qu'il y a des projets par exemple qui vont pas m'intéresser parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je suis déjà des dizaines de projets différents et donc des fois oui, j'ai pas le temps de m'intéresser alors qu'ils ont peut-être énormément de potentiel. Attention, hein, c'est pas du tout une critique, mais voilà. À un moment donné, parce que moi je fais énormément d'analyse fondamentale, donc justement la lecture de white paper, l'étude des smart contracts, etc., j'ai pas le temps d'aller voir peut-être le 11e ou le 12e qui pourrait être intéressant. Donc j'essaye de me focaliser sur des projets en tout cas qui moi m'intéressent à mon niveau, je veux dire. Ouais, mais ça vient aussi de ton horizon de temps. C'est-à-dire que tu es vraiment dans une horizon de temps très long terme et donc tu vas vraiment privilégier le fondamental et tu espères que quelque chose, tu vois, t'es pas forcément pressé, tu vois. Mais très honnêtement, dans la formation du prix, je veux dire, entre la technique et le marketing, lequel a le plus d'impact sur, je veux dire, l'appréciation des cours, c'est pas évident. Moi, je suis pas sûr que je choisirais la technique, hein, tu vois. Et bien que, évidemment, qu'on préfère un beau projet qui a un fondement technologique supérieur, évidemment. Je veux dire, ça va faciliter l'équipe de marketing. C'est-à-dire que si l'équipe de marketing, elle doit vendre quelque chose qui est strong, je veux dire, et correct technologiquement, ça va être plus facile. Mais tu prends les top 10, moi je vois quand même des verrues monumentales, tu vois. Et t'as 100% raison. Hein. Attention que pour revenir sur ce que tu dis, un projet même qui a entre guillemets qui reposerait sur rien. On part du principe qu'il y a vraiment rien derrière. S'il a une campagne marketing, pas grand chose. Prenons un Fork I2.
Et je veux dire, si tu as du marketing, tu vas pouvoir justement générer une communauté, payer des influenceurs pour en parler, etc., payer des listings sur des plateformes d'échange Exactement. importantes, etc. Donc on est bien d'accord qu'un projet qui n'aurait même pas grand-chose derrière lui aura de toute façon une meilleure aura s'il a un gros coup de marketing qu'un projet qui aurait la meilleure technologie au monde. Mais si t'as la meilleure techno, mais que t'as pas le marketing, personne parle de toi, ça n'a pas d'intérêt. Mais Mais c'est exactement ce que tu l'exemple, disais. Donc l'exemple, c'est l'espéranto. C'est-à-dire qui parle espéranto, tu vois, je veux dire. Et les gens, ils parlent en fait des langues vernaculaires, enfin des langues anciennes, tu vois. Typiquement, voilà, le français, l'anglais, c'est pas la structure grammaticale qu'il a emporté. C'est tout simplement parce que en fait, ben, c'est l'armée, hein, c'est l'armée, une armée, c'est plus ça. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même aussi respecter Ada et pour les believers et qu'à un moment donné, voilà, si t'as des gens qui veulent pas vendre, c'est quelque chose de beau. Alors, et moi, je voulais en revenir sur le débat donc, qu'il y a sur Twitter et vis-à-vis, finalement, un petit peu de ce Bitcoin vs le reste du monde, tu vois, Bitcoin vs Altcoin. Et donc, tu as deux géants, tu as Kyle Samani et Kyle Davis, donc deux Kyle, qui sont en train de débattre sur Twitter, justement, et les deux sont pas du tout d'accord. C'est-à-dire que, tu vois, Kyle Samani, il pense que finalement, d'ici quelques années, les altcoins pourraient l'emporter sur Bitcoin, tout simplement parce que Bitcoin, en fait, finalement, cette seule proposition qui est réserve de valeur et donc qui est pas une monnaie, on va dire, c'est un peu du capital mort, c'est-à-dire que ça produit pas trop d'intérêt, à moins de mettre tes bitcoins, tu vois, je veux dire, dans un autre protocole, ou à moins d'être mineur, mais ce qui est très très loin pour le grand public. En fait, le bitcoin, c'est du capital mort, ça ne produit pas d'intérêt, tu vois. Et donc ça, ils pensent que c'est en fait au désavantage. Donc ça, c'est Kyle Samani de Multicoin Capital, Multicoin Capital, qui est un fonds d'investissement qui gère des milliards, des dizaines de milliards. Donc c'est quelqu'un quand même de très costaud, tu vois. Et donc lui, il pense que justement, c'est à l'avantage d'autres protocoles, typiquement Ethereum, Solana, son chéri en ce moment c'est Solana. Et ensuite, tu as Kyle Samani qui lui pense au contraire que la proposition de valeur majeure des crypto-monnaies, c'est la réserve de valeur, notamment face à l'inflation, face à tout ça, et qu'en fait, l'actif le plus crédible, le plus résistant à la censure, etc., c'est Bitcoin, et que donc à un moment donné, en gros, tous les naïfs qui vont dans des protocoles qui vous rémunèrent en monnaie de sage vont finalement prendre une rouste par rapport à Bitcoin. Mais moi, je pense plus dans la thèse de Kyle Samani. Je suis malheureux, je suis quand même un traître à ce bon vieux Bitcoin, donc j'en regarde parce qu'on ne sait jamais, tu vois, j'en ai quand même dans les fonds de chaussettes, mais je vais essayer de te retrouver le tweet, Samy. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les deux personnages, Kyle Davis et Kyle Samani, dans les entrevues. Et donc, c'est pas évident, hein. C'est-à-dire que si ces deux monstres ont deux avis opposés, c'est bien pour dire que en fait, le prix de quelque chose, c'est quand même une opinion subjective. C'est-à-dire que le prix découle, il y a pas d'éléments, on se base sur des éléments objectifs, mais c'est pas évident. Et donc, ce sont deux gens qui sont extrêmement brillants, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que voilà, c'est des gens qui misent gros, hein. Ils misent des milliards, ils misent des sommes folles. Il y en a un, c'est Three Arrow Capital, donc Kyle Davis, voilà, qui est plutôt pour la Bitcoin dominance, et l'autre, c'est Multicoin. Donc, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et donc, il a fait. Ouais. Donc toi, tu es dans le camp de Kyle Davis. Donc tu avec le temps, tu en es venu à te tourner sur Bitcoin, auquel tu prêtes les plus grandes. Non, mais Kyle Davis, il a récemment tweeté un tweet, Mais enfin il a dit oui, vous allez voir un retour de la dominance de BTC qui va faire mal, mais Kyle Davis, il est partisan de la thèse du super cycle et du flippening. oui. C'est ça la thèse de Kyle Davis, c'est que ce ETH va mettre une rouste à BTC sur les 3 prochaines années. Attends, j'essaie de te trouver le tweet. Non, les deux cas, je serais content. regarde. En fait, pour le retrouver, tu tapes ça. Tu tapes les mots-clés BTC, DOM, Davis. Voilà. Ouais, mais moi, c'est le débat avec Kyle hein, que je cherche. Ah, ok, pardon. Parce qu'à un moment donné, ils se disputent. Voilà. Et alors, attends, et je Difficile pense à que. retrouver. Si, je vais retrouver. Tiens, hop. Et donc, je te poste ça, tu pourras cliquer. Je vais essayer de le poster là. Tac. Donc, Je vois ATH pour ADA. C'est vrai qu'ADA est en ATH, je l'ignore totalement. C'est incroyable. Il faut que je regarde. Il est trop fort. Et donc, ce que dit en fait Kyle Samani, c'est Utility Hypothesis will make Bitcoin irrelevant. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est mystique hein, d'ailleurs, c'est des phrases mystiques, mais c'est que. Tu l'as collé dans le truc où je. Attends, je vais le trouver. Tu peux l'envoyer dans le private chat, s'il te plaît. Ouais, bien sûr.
Et là, et tu vas voir, ces deux géants se disputent. Bon, c'est rigolo, hein, comme voir un match de boxe. Et ça boxe avec. Hop, Ça reste intéressant de toute façon, puisque peu importe même, je veux dire, le résultat au final de celui qui aura raison et celui qui aura tort, je pense que de toute façon, ça va marquer de manière durable l'univers et l'écosystème des crypto-monnaies. Donc ça reste, quoi qu'il arrive, super intéressant d'avoir ce genre de débat, entre guillemets, entre des personnes de cette carrure là. c'est deux personnes que tu as interviewées, hein, Sabi, bravo, hein, quand même. Hein, donc, c'est quand même des. Ouais. C'est, C'est c'est- sur les 2 derniers mois, il y a eu leur ouais bah ouais ouais. Si jamais vous voulez regarder le contenu, il est sur la chaîne depuis un petit moment. Ouais. Finalement, moi, c'est ça que j'aime bien pour guider mes thèses, directement parler au fonds d'investissement et puis je leur pose deux, trois questions en off et après tu fais la synthèse des feedbacks et tu vois ce qui converge et ce qui diverge. Et puis après, le problème, c'est quand t'as des flux qui matchent pas, t'entends deux choses différentes et là, tu sais pas trop. Et puis toi, tu Bah là, penses pas d'Ixelles, hein. différemment. Pas Là, d'Ixelles, hein. bah là, il est direct. Hop. Mais t'as l'autre qui m'a saucé, là. T'as Kyle Davis qui dit, voilà, et ben voilà, hop. Finalement, c'est bien et c'est pas bien en même temps parce que ça te perturbe beaucoup. Ça t'aide pas nécessairement à développer les meilleures convictions perso parce que quand t'entends un mec qui a 20 milliards ou 40 milliards d'AUM qui te dit que ta thèse, elle est merdique sans te le dire, bah, tu te dis, ouais, je vais peut-être vendre. Enfin, bref. Enfin, bref. Et oui, parce que c'est là que c'est génial, parce qu'ils disent aussi des conneries de temps en temps. C'est... Bah oui. Et Et Kyle là, c'est Samani, un petit peu. il nous a niqué avec Ah, la EOS. balle. Bien sûr, et ouais, j'ai commencé avec Kyle, je trouvais que ses écrits étaient formidables. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, ils sont dans le fondamental, pardon, et je trouvais ses écrits incroyables. Et c'est lui qui a défendu EOS comme personne, c'est la thèse d'investissement. Et je dis, ah, ce mec est trop fort, il a raison sur tout. Bon, j'ai pris un bouillon, un bouillon avec les thèses de cet idiot. C'était à 3 ans. C'était à 3 ans, il y a 4 ans peut-être, je crois. Ouais. Mais 3 bon, ans. je continue de beaucoup l'apprécier parce qu'il est quand même très fort. Et donc, ouais, c'est un grand défenseur de Solana. Et alors, par contre, là où je te rejoins, Monsieur TK, c'est effectivement une stratégie consiste, tu vois, tu regardes tes coins, effectivement, tu essaies de te faire ton avis personnel, mais c'est quand même pas évident parce que des gens qui ont la capacité, tu vois, de juger de la pertinence technique d'un produit en lisant le white paper, moi je suis désolé, mais il n'y en a pas tant que ça. Va voir Sapling, on parlait de Zcash, il me semble, tu vois, ou des choses comme ça. Le produit, enfin, c'est des mathématiques de très haut niveau, c'est la cryptographie. Je veux dire, des chercheurs dans le monde qui sont capables de débunker ou je pense pas qu'il y en ait tant que ça, tu vois. Et donc, du coup, tu es bien obligé de te référer, d'avoir des référents, des gens que tu respectes. Et les fonds d'investissement, c'est pas mal parce qu'ils sont skilled in the game, c'est des mecs qui mettent quand même des milliards. On peut supposer qu'ils ont travaillé peut-être un peu plus correctement, ils ont les moyens de payer des chercheurs, ils ont les moyens en fait, de vraiment de vraiment creuser sur un projet. Et donc, c'est un truc qui marche pas mal, tu vois. Mais ils prennent des bouillons aussi. Ah, Prennent c'est des sûr, bouillons de de toute En façon, plus, il il y est a toujours un redoutable risque, parce hein. que il est programmeur, il a appris à programmer à 11 ans et en fait, c'est pas ce qu'il y a dans son CV, tu vois, mais c'est un self-taught programmeur qui teste lui-même Ouais, désolé, je t'ai interrompu, pardon, pardon, Non, non, TK. non, mais Non, non, c'était juste, je rebondissais sur le fait que ça, c'est pas parce qu'un fonds d'investissement investit dans une crypto-monnaie que ça veut dire elle est totalement légitime et que c'est une future pépite, hein. C'est loin de ça. C'est justement, maintenant, ça reste un gage, quelque chose qui peut mettre sur une voie pour certains ou pour d'autres, ça n'a pas du tout d'intérêt. Moi personnellement, je vois ça surtout comme comme tu l'as très bien expliqué, Benoît, comme une preuve entre guillemets de reconnaissance, parce que bah, j'imagine que les mecs qui sont derrière Grayscale ou autres ont sûrement les moyens de se payer des mecs qui peuvent analyser dans le moindre détail ce genre de projet. Et je pense qu'en tout cas, les projets qu'ils sélectionnent, je veux dire, ils font pas qu'est-ce qu'on prend dans le top 50 ou dans le top 100, tu vois? Je veux dire, à un moment donné, j'imagine que les mecs, quand même, ont réfléchi et savent un petit peu enfin, en tout cas, j'espère qu'ils savent un petit peu ce qu'ils font. Et donc, c'est typiquement pour ça, pour rebondir sur le cas Horizon. Moi, déjà, j'étais convaincu par la technique, le fondamental d'Horizon et la reconnaissance, pardon, par Grayscale, c'est la cerise sur le gâteau. Je veux dire, c'est pas ça qui m'a fait me décider, mais c'était encore une étape, un poids plus important pour me dire que ok, c'est le genre de crypto que moi, personnellement, je veux avoir, quoi.
Après, tu as des fonds qui ont des thèses d'investissement, jamais je comprends. Coinbase Ventures, ils investissent dans des trucs qui n'ont vraiment rien à voir les uns les autres. Tu te dis, mais comment est-ce qu'ils choisissent leur truc, bordel? C'est pas possible. Bah, comme ça. Mais Coinbase Ventures, quand même, tu te dis, quand ils ont un projet dans le folio, il y a quand même un upside intéressant. Pareil pour Multicoin. Free Arrows, Alameda, ils touchent à énormément de choses. Ils sont un peu moins, j'ai l'impression, sélectifs. Quoique Free Arrows, ça va. Mais ils ont pas beaucoup de positions pour les Layer 1. Ils ont genre Polkadot et Mina, et puis après Ethereum à la vie à la mort. Mais c'est vrai que tu as des fonds, après, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que tu as des fonds qui ont mis, genre NGC Ventures, ils mangent à tous les râteliers, j'ai l'impression, ils sont partout, quoi. Tu les retrouves dans toutes les. Et il faut voir, quoi. Pantera, c'est un peu plus gage de qualité. Ça dépend. Et après, il faut être patient. Hein. Il faut être patient parce qu'ils ont. Tu vois, Arweave, là, ce AR. Hein, Ah oui, ça fait un moment qu'on l'a vu. Et alors, nous, ce qu'on regardait avec Samy, tu vois, de temps en temps, on râle les fonds et on se dit, bon, voilà, on connaît, faute de connaître les cryptos, on va essayer d'étudier les fonds, on en prend un, on regarde le coin qui est dans le plus de fonds d'investissement et celui-là, on le buy, tu vois. Et je pense que c'est une stratégie qui est pas mauvaise. En fait, c'est une stratégie de suiveur. C'est-à-dire que tu vas. Alors, eux, évidemment, ils négocient des deals qui sont meilleurs que toi. Ils ont des avantages, mais au moins, ils te font des due deals, ça te cadre, tu vois. Mais Solana, je j'ai vous pas donne réussi. juste une data. Solana était à 8 centimes, je pense, sur un round de private, voire même un peu moins en seed, et à 22 centimes pendant sa vente publique sur CoinList. Et les amis, la vente sur CoinList n'était pas, il y avait de la place et ils n'ont pas réussi à vendre ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'il y avait des Solana à volonté. Personne n'en a pris en 2020. C'était en mars 2020 lors du flash crash. Ils ont vendu pour 1,76 million de dollars de Solana. Ils avaient même ils voulaient essayer de vendre en dehors de CoinList pour compléter le cap. Ça a été, ils ont été 2 fois au bord de la faillite, Solana. Ils ont levé 20 millions au total. Et c'est une sacrée histoire. Et donc, ouais, la vente publique était une cata. C'était 22 centimes le token et personne. Enfin, il n'y a pas eu un intérêt ouf quoi, sur la chose. Ils n'ont pas réussi à clôturer la vente. C'est fou, hein, ces phénomènes de mode. Hein. Et pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, Benoît, au niveau des stratégies, justement, j'ai vu passer ça sur Twitter, qui était pas c'est pas plus con ou plus intelligent qu'une autre. C'était le fait d'acheter, enfin, c'était un mec qui expliquait qu'il achetait tous les coins, les tokens maison Un chien. des gros exchanges. Donc, parce qu'il Ah partait oui. du principe le BNB, donc je me rappelle à l'époque quand je me suis inscrit sur Binance, on nous en donnait gratos parce que c'était à l'époque Binance venait de se lancer. Et en fait, le mec est parti du principe que tous les top exchanges vont avoir leur token maison qui risque peut-être, c'est une stratégie comme une autre, d'exploser. Et donc le gars a acheté, bah voilà, le token maison de Binance, le token maison de KuCoin, le token maison de FTX, etc., etc. Donc le gars se retrouve avec des bacs comme ça. Et en tout cas pour le moment, ça s'est pas trop mal passé pour lui parce que je sais qu'il avait acheté le token maison de KuCoin et depuis que KuCoin a lancé sa smart chain à lui, le cours de son token a explosé. FTX, on sait jamais. Beaucoup sont convaincus que c'est le futur Binance. Le FTT pourrait exploser, etc., etc. Donc, vous pouvez faire ça sur les 10 ou 15 premiers exchanges mondiaux. C'est une stratégie comme une autre, pas plus intelligente, pas plus conne qu'une autre, mais ça reste une stratégie. Ouais, mais le problème, tu vois, donc moi je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, c'est cool. Mais le problème à faire ça, parce que pareil, moi j'ai des idées régulièrement, c'est que tu te retrouves vite à avoir un portefeuille, mais qui est atomisé de coins des enfers. Tu vois, tu te dis, bon, je vais jouer les exchanges, et donc tu joues les exchanges, évidemment, tu vas jouer les plus gros, puis tu te retrouves avec du KuCoin, du OKExCoin, du Léo, voilà, les enfers. Ensuite, tu vas Unus, c'est de l'eau. Ah oui, non, c'est un Pokédex après ton. ensuite, tu vas jouer les NFT, tu vois, et donc tu vas tout les prendre. Et je suis pas sûr que. Moi, je disais ça comme ça. C'est pas du tout un conseil, Non, mais c'est mais très compliqué. moi, je Ouais, mais trouve c'est que très compliqué. Comment tu fais pour pas avoir trop de coins dans ton portefeuille? Combien t'en as? le but, par exemple, enfin, j'imagine, c'est pas une de mes stratégies, donc j'en sais rien, mais c'est parce que ça m'a permis de rebondir sur ce que tu dis. Mais imaginons, t'achèterais déjà les 5 crypto-monnaies du top 5 mondial, hein, donc je pense que Hmm. ça peut déjà être un Attends, bon en faisant début. un peu de tri, en évitant les stablecoins, je suppose. Oui, bien sûr. Non, non, je parlais donc des coins des exchanges. Donc, tu prends Ah oui, oui. le top 5 des exchanges mondiaux. Donc, tu dois avoir Binance, KuCoin, etc. Je sais pas, enfin, il faudrait regarder sur Ah ouais. CoinMarketCap ou CoinGecko. Et tu prends les 5 premiers, t'achètes, je sais pas, pour 100 balles de chaque, 100 balles, enfin, chacun sa valeur, hein. T'achètes 100 balles de chaque, par exemple. Mais, Et puis, tu fais le point dans 6 mois pour voir justement si s'il y en a qui ont surperformé ou autre. moi, je De pense qu'il manière, vaut mieux.
Moi, à titre Ouais, vas-y, personnel, je vas-y. pense qu'il vaut mieux mettre les 500 balles dans le meilleur. Tu vois, Ah, entre. il faut concentrer, quoi. Si tu veux faire beaucoup de. Je pense que, ouais, au bout d'un moment, quand tu as trop de dispersion, bah, si tu as 10 000 euros et tu les splits sur 100 coins, Ah ouais, et tu mets ouais. 100 euros sur chacun et que tu n'en as que 4 ou 5 qui deviennent voilà, quoi, des alpha 7 à fois 100, bah, c'est dommage parce que tu vas faire fois 100 sur 500 euros, alors que si tu fais 3 bêtes à 3 000 $ et qu'avec un peu de chance, il y en a un qui, Ah, c'est Pas tout toujours le à fait ça, risque c'est que si. gain, quoi. C'est toujours si tu fais un all-in, si ça marche, bah t'es bien plus content, mais si tu te plantes, t'as tout perdu. Enfin, c'est le principe même du all-in ou de justement de splitter. Après, je pense qu'il y a toujours un équilibre à avoir, tu vois. Typiquement, on reprend l'exemple des 5000 euros. Bah, par exemple, splitter par exemple en 5 fois 1000 euros, moi personnellement, ça me choquerait pas. Ouais. Par contre, Oui. splitter en 10 fois 500 euros, là, je trouve que c'est trop, tu vois. Mais 5 fois Et 1000 ouais, euros, ben, ça me choquerait pas, Ah quoi. oui, et bien sûr, je suis d'accord avec d'accord. toi. Mais dans ta stratégie, donc du coup, sur ton portfolio, donc on a mis nos 5000 euros en mining et on va dire qu'à la place du staking, on se permet des folies en trading. Moi, c'est ce que je recommande, ce que j'aime, j'ai adoré ton split. C'est moi ce que je recommande. Ma technique, c'est que je dis, les gens, ils veulent quand tu arrives dans les crypto-monnaies, forcément, tu veux jouer avec, c'est normal. On te dit, non, on n'y touche pas, non, on n'y touche pas. Oui, grand-père, écoute, je veux dire, t'as envie de toucher, t'as envie de mettre les mains dans le cambouis. Voilà, donc je sais, moi, je pense que humainement, ils vont tous faire ça. Donc, ce que je dis aux gens, c'est en général, je leur dis, prenez la moitié et la moitié, vous le mettez en Bitcoin Ether. Tu vois, voilà, allez, boum. Ou maintenant, peut-être que je ferai un top 3. Ça, vous y touchez pas et avec l'autre moitié, vous faites ce que vous voulez. Vous tradez comme bon vous semble et on revient, par exemple, dans 3 à 5 ans. Et tu regardes, en fait, l'avantage, c'est que si tu as choisi de mettre, je sais pas, 1000 euros, c'est facile de split. Tu mets 250 en Bitcoin, 250 en Ether, et ça, tu n'y touches pas, tu vois, je veux dire. Ensuite, avec le reste, tu fais ce que tu veux, avec les 500 balles, et 3 ans plus tard, 3 à 5 ans plus tard, tu regardes le résultat. Moi, je parie que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit de battre une stratégie de buy and hodl sur plusieurs années. Tu vois. Et finalement, Hmm. l'avantage de ton mining, c'est que c'est une forme, s'il y en avait un qui disait ça dans le chat, mais je suis assez d'accord, c'est une forme de DCA, donc d'achat programmé de crypto-monnaie. Et en l'occurrence, je suppose Ether. Tu mines quoi, toi? Tu mines Non, principalement. Ravencoin maintenant, non? Là maintenant, je suis sur Ravencoin, mais je vends Mais, majoritairement le Ravencoin pour de l'Ether. Donc, ok, ok, 70% ta technique, ce que tu dis à peu près? ouais, voilà, par exemple, Ouais. ça dépend aussi. Voilà, le Ravencoin a bien pumpé ces derniers temps, donc forcément, j'ai vendu tout le long de la hausse, tu vois. Ben, on a pu le voir là sur le graphe de Samy. Ben, le Ravencoin a très très bien performé justement au niveau donc prix et niveau minage, ce qui fait justement que bah, ça a permis justement de multiplier entre guillemets les Ethers plus que si j'avais miné directement de l'Ether, quoi. Putain, c'est vraiment un move sympa, ouais. En effet. En effet, en effet. Ouais. Mais c'est difficile après de prendre des bêtes sur 3 ans. Après, si tu joues tu prends des blue chips ou des tokens qui sont des valeurs sûres ou Ben, qui sont là depuis franchement, suffisamment regarde, longtemps, normalement, bah, après, si tu vois, tu peux t'en sortir, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui disparaissent au bout de 3 ans aussi, hein, qui ben, performent pas ouais, il du y a tout. des trucs qui disparaissent, mais si tu regardes Binance, tu regardes le multiplicateur de Binance, les gens, on m'a déjà dit, je viens pas dans les cryptos pour faire un x2. Ça, je l'ai compris, je l'ai entendu, tu vois. Un x2, je veux dire, c'est un truc de boomer, Je me tu vas rappelle. faire ça. Et Il en m'a dit, plus, non je viens seulement les pour un gens, x10, il m'a dit ce connard. ah non, mais c'est un minimum. Moi, on me l'a dit texto. Non, mais Benoît, je viens pas pour un x2, tu vois. Donc, ok, le message, il est clair. On vient, ça vient jouer. Là, ça retrousse les hanches et on y va. Alors, en plus, ce qu'on m'a pas dit, c'est que je viens pas pour un x2 et si possible, ce sera la semaine prochaine. Donc, non, non, ça, on me l'a pas dit. Mais je Non, sais que ça, les gens passent comme ça. Ils sont quand même pressés, tu vois. Personne pense à 10 ans. Les gens, le maximum, moi, ce que je reconnais, c'est les gens, ils pensent à 1 an, tu vois. Bon, ok, mais le problème, c'est que dans 10 ans, on sera sans doute là. Hein. Ça, je vous le souhaite à tous, hein, tu vois. Donc, si on avait commencé à penser à 10 ans dès la première année, on aurait évité des erreurs, je pense. Et, euh, et du coup, si tu prends les plus grosses monnaies, regarde Bitcoin, ce qu'il a fait sur 5 ans. Moi, j'étais incapable de croire, ou sur 10 ans, j'étais incapable de voir ça. Regarde ce qu'a fait Ethereum, regarde ce qu'a fait BNB, tu vois. Et donc là, j'en sais rien, on va prendre des coins, on prend le top. Tiens, vas-y, on va sur le coin market cap, on va aller dans la première page, là. Tu prends des coins qui sont un peu crédibles. Cardano. Bon, Bitcoin, Ethereum, bon, Cardano, bon, moi, j'ai pas une tendresse infinie pour ça, tu vois, ça serait pas mon choix. Moi, je prendrais BNB, je prendrais évidemment Amazon, hein, tu vois, le Amazon des cryptos, Binance, je le prendrais. Pourquoi, tu vois, Solana, je le prendrais. Polkadot, pourquoi pas? Tu vois, tu prends ces coins-là. Terra, moi, je le prends. Luna, c'est incroyable, il Euh, est à x 70. Avalanche, évidemment. Cosmos.
Mais Avalanche, il défie toutes les statistiques, hein, c'est pour Mais ça qu'on l'aime. Avalanche, voilà, Avalanche, Cosmos, j'en sais rien, tu vois. Bon, écoute, ensuite, est-ce que je prends quelques daps? Ouais. Ensuite, bah, tu vois, j'irai pas beaucoup plus loin. Allez, admettons un NIR. Euh, Tu prends ça, tu le gardes 5 ans. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que ça va bien se passer, hein. Ma seule question que je me pose, c'est est-ce que ces coins seront là dans 5 ans, tu Ouais, vois, parce dans qu'on 10 va ans? peut-être avoir de nouvelles cryptos de nouveau. Hein. Je veux dire, toutes les Ah années, oui, on il y a en son aura. lot de nouvelles cryptos. Donc, si ça se trouve, les cryptos là, donc, qui sont question, bah, ce seront les fameux Dash, les fameux Monero, les fameux Litecoin de 2017. Donc, c'est des cryptos qui seront bah, voilà, anciennes et tu auras Attends, la nouvelle crypto-monnaie super top technologie qui sortira en 2022, quoi. C'est Moi, j'ai envie possible, de t'as hein. dire, raison. je suis d'accord avec toi. Enfin, ouais, non, désolé, je t'interromps. Non, non, c'est vrai que c'est pas évident de savoir lesquels vont sombrer, tu vois. Moi, je veux jouer Mais Polkadot. J'en entends parler. C'est un écosystème auquel voilà, je commence à. Enfin, j'ai suivi Moonbeam depuis longtemps et certains trucs sur Polkadot. moi, Mais non. Dot, il y a les auctions qui arrivent et j'ai envie de voir ce que ça va donner quoi. Quand les contrats vont être live, quand on va pouvoir deploy. Et ça, j'ai envie de voir si la hype, finalement, si le truc va être à la hauteur. Déjà, je joue le nouvel ATH sur ça. Je me dis que c'est plus ou moins un safe bet et je peux me planter d'ailleurs. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner niveau TVL parce que Gavin Wood, le mec, il a fait le tour de la Chine pendant 4 ans. Il y a 10 000 développeurs qui construisent sur Polkadot alors que le socle lui-même n'est pas encore fini. Je me dis peut-être que ça peut nous surprendre finalement. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, dans Je les vois que ça disparitions, marche. Ouais. dans les disparitions, je te mets Cardano, hein. Je te mets Cardano, XRP, Dogecoin. Dogecoin, je sais pas, parce que j'ai toujours une tendresse. Bitcoin Cash, Litecoin. On aime avoir des problèmes Euh, ici, en fait. On aime se fâcher avec ICP, les gens. ICP, je le fais disparaître aussi. Ah, mais ça mérite Euh, clairement de disparaître, ICP. Ça n'a pas sa place du tout. C'est horrible ce ICP, qu'ils ont fait. ICP, en plus, ICP, c'est l'exemple parfait de ce qu'on a dit avec le marketing et la technique, tu vois. C'est des mecs qui avaient un marketing béton, mais il y avait rien derrière le projet, il est nulle part, il y a rien. Et donc, c'est exactement le cas, c'est cas concret de ce qu'on parlait avant. C'est des mecs qui ont un marketing de fou, ils ont des millions à claquer en marketing, et puis tu dis, ouais, mais il y a quoi derrière? Et le gars, il te regarde en bégayant, il dit, ouais, ça arrive dans 6 mois, vous l'avez. Et tu dis, ouais, mais t'es en train de me faire un marketing de fou. Ouais, dans un an, tu l'as. Enfin, voilà, ICP, c'est clairement cet exemple-là, mais c'est la preuve que avec juste du marketing, tu peux taper des prix de fou. Tu peux taper des prix de fou avec juste du marketing. ICP, oui. ils ont rug pull un peu. Mais ils ont levé 270 millions déjà pour mettre tout le monde d'accord. Je trouve que c'est un gros montant. Ouais, 200 et quelques millions. Et, euh, et puis ils ont shippé au bout de 6 ans ou 4 ans. Et, euh, et ce que j'ai vu, c'est que ils ont minté des tokens où il y avait des wallets qui devaient être freeze. Finalement, ils ont unfreeze pour dumper 2 milliards de dollars de tokens à la gueule du retail sur Binance et Coinbase Pro. C'est beau quand même ce qu'ils ont fait. C'est moche à souhait. Non, C'est Cardano, moi j'ai réagi au chat, en fait, j'en sais rien, hein. Cardano, il me surprend. Je trouve que sa valorisation, après Charles Hoskinson, voilà, il y a de la recherche. C'est juste, je suis surpris par les Après, valorisations. si ça marche, Cardano, là, bon, après, vraiment, si ça marche, Mais je respecte la communauté, si moi. C'est-à-dire que Plutus, la Marlowe, les smart contracts, ils arrivent, les gens commencent à construire dessus parce que la communauté est énorme, ils lancent de la DeFi et que toute la commu s'y met, mais peut-être que, plot twist, en fait, Cardano, new paradigme, ça y est, c'est la plateforme la plus sécurisée du monde et enfin bon, Puis surtout, en fait, il faut pas, je veux dire, tu vois bien qu'il y a une armée qui va jamais, et en tout cas, ils ont prouvé, et j'ai regardé dans la phase de correction, tu regardes les cryptos qui ont corrigé, donc tu as Bitcoin qui a corrigé de 55%, tu as Ether un peu plus, et dans celles qui ont le moins corrigé, ben Cardano, hein, Cardano fait partie, il n'a pas été divisé très par 3, fort. hein, il a été divisé par un peu plus de 2, donc ça veut dire que l'armée, elle a quand même des mains, tu vois, je veux dire, ils se battent à main nue, mais attention, 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 ils ont des points en titane, hein. Donc voilà, et c'est sûr que je pense que c'est pas le moment de sell, c'est-à-dire que s'il y a Bitcoin qui nous tape un ATH et qu'on passe je veux dire, en univers où plus rien n'a de sens, où les monnaies chiens commencent à faire des fois 10, des fois 100, Cardano, il peut nous faire de belles surprises, hein, sans doute, hein, je sais pas. Mais c'est juste que moi, je suis surpris par la valeur et le nombre de DAP, voilà. En termes d'usage, qu'est-ce que ça permet de faire? Moi, j'ai Et jamais c'est rien ça fait qui sur fausse toutes Cardano, les ouais. thèses fondamentales, c'est que toi, tu essayes d'avoir un modèle de valorisation des projets.
Donc tu te dis, moi, je vais valoriser mes projets selon la liquidité qu'il y a dessus, les fonds d'investissement qui investissent derrière, la TVL, la quantité d'applications, la qualité des wallets disponibles, le nombre d'utilisateurs mesurés sur la blockchain, le nombre de wallets actifs. Tu te fais toute ta matrice d'analyse. Tu essayes de suivre la logique et après tu vois des aliens qui te pondent une valorisation 15 fois supérieure à tous les autres projets. Comme ça. C'est ce qu'on appelle une sensation, c'est une sensation crypto. Mais en même temps, c'est ce qui fait tout le sel de cet univers, tu vois. Et donc, finalement, quand j'envoie un défi et toutes les statistiques, et là, c'est Cardano, peut-être qu'un jour, on va le retrouver devant Bitcoin. Et ça me paraît un peu probable, mais quelque part, ça me ferait marrer. Et est-ce que Dogecoin n'était pas troisième à la grande époque, justement? Ah non, mais Dogecoin, il est capable de toutes les folies. Ce serait possible. Au final, ce serait possible. Tu aurais en troisième, donc tu aurais Bitcoin, Ether, et puis Dogecoin. Voilà. C'est le jeu. Ouais. Je vois Léo qui dit que c'est peut-être les fonds, les whales qui sont dessus et pas que le retail. Moi, je pense finalement avec Benoît que le retail peut être extrêmement puissant et ils peuvent. Regardez, rappelez-vous de Citadel avec l'affaire Robinhood et GameStop. Ils ont mis des fonds, des hedge funds qui ont plusieurs dizaines de milliards à gambler à la rue. Les mecs, le retail. Avec des mèmes. Avec des mèmes. Et donc, il faut pas sous-estimer la puissance de l'armée. Il est dangereux. Je pense qu'il te met pas mal de funds au chômage avec du levier. Hein, et qu'il faut vite taper le régulateur pour fermer le carnet d'ordre. Hein, sinon, ça va mal se finir. Il peut être aussi stupide. Enfin, le retail, c'est dangereux. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, Monsieur TK, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur, une angoisse? Est-ce que voilà, des on parle crypto-monnaie là ou Oui, on parle. Ah non, mais alors ça, après, si tu veux te confier à nous, tu sais, on est multifacette. Hein. Non, quelque chose qui me fait peur, non, pas spécialement. En tout cas, pas au niveau des crypto-monnaies de manière globale, de manière générale, justement, comme tu le disais tout à l'heure, le fait que le marché soit plutôt dans le vert était plutôt rassurant. Donc pour le moment, ah oui, non mais. Je dirais qu'en 2018, tu vois, quand on s'est mangé le bon gros bear market de 2018, là, j'ai serré un peu les fesses comme tout le monde, je pense. Mais là, actuellement, de manière globale, l'état du marché ne me tracasse pas et ne m'affole pas plus que ça. Il y a quelqu'un qui demande une blague sur les Français. Est-ce que tu en as une? J'aime bien. Je ne veux pas me fâcher avec tout le chat. Non, il y a 750 personnes en live. J'ai pas envie de me fâcher avec 750 personnes. Merci à tous d'ailleurs. Merci aux abonnements. C'est merveilleux. On est peut-être en boule. Hein. 750, ça commence à faire beaucoup le jeudi. Hein. En plus, on parle de mining. Mais c'est parce que je suis là. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Moi aussi, la régulation, il y a la régulation qui fait peur. Alors, il faut savoir que le seul but de la régulation est de freiner l'adoption. Ça n'a jamais protégé un consommateur. C'est-à-dire que moi, chaque fois qu'on me soigne de mon addiction aux crypto-monnaies et que je vois des gens aller dans un bureau de tabac acheter des clopes et des tickets de loto, je veux dire, tu comprends que je me pose des questions. Hein. Donc, je pense que c'est taxer et freiner l'adoption. Ça, c'est les deux objectifs de la régulation. Bien sûr. Et ils font bien leur travail. Hein. Nous, les professionnels français qu'on connaît, qui sont dans le milieu de la vente de crypto-monnaies, je veux dire, c'est la régulation, elle leur rend leur métier impossible. Et voilà, c'est tout. C'était pour partager mes. Ça termine comme ça, net. J'ai terminé. Net, ouais, voilà, la régulation, c'est effrayant. D'ailleurs, mon pan XL est notamment dû au chef de la SEC qui a dit, et tu vas arrêter de rire, monsieur TK, tout de suite, que tous les mecs qui étaient dans la défi, qui touchaient aux crypto et y compris les mineurs, tu vois, ils pourraient être considérés comme des vendeurs de rêves, là, qu'il fallait aller. C'est scandaleux. Chasser, tu vas voir, ils vont. Oui, lui, là. Et lui, il m'a fait Panixel. Il m'a fait sa gueule, il a une gueule à faire Panixel. Tu vois, quand j'ai vu son visage, j'ai Panixel instant. Et en fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est que le marché s'en est complètement foutu. Et donc, quelque part, ça m'a donné la force de re-rentrer et de dire, bon, mais allez, ferme ta gueule. Parce que là, tout le monde fait la fête. Là, la DeFi, oui, on déploie des protocoles, c'est des smart contracts sur des plateformes distribuées. Il y a une DAO, hein, c'est pas nous, hein, on n'a aucun contrôle sur le protocole, hein, on a juste 60% des jetons de gouvernance, mais c'est pas des securities, vous inquiétez pas. C'est une DAO, il y a une DAO là, écran de fumée.
Comme les trucs ninja là. Après, mais je pense que Gary Gensler, quand il va vouloir, il va en prendre un. Il va prendre un protocole DeFi, il va lui L'exemple. et dire les développeurs, toi, je m'en fous. Non, mais je m'en fous de la DAO. Toi, je vais aller chez vous, je vais vous récupérer, et je vais vous demander de soit payer une amende monstrueuse. Ça peut vraiment foutre le bordel parce que quand ils ont fait leur grande inquisition sur les ICO non conformes de 2017, déjà c'était le bordel. Mais s'ils s'amusent à le faire sur tous les protocoles DeFi qui ont émis des tokens avec des répartitions, on va dire, un peu folk, et on considère ça comme des securities, et qui vont taper à la porte de tous les protocoles DeFi qui n'ont pas une équipe intégralement anonyme, genre on peut penser à Thorchain, ça peut vite partir en cacahuète. Et d'ailleurs, j'ai des doutes. Est-ce que Thorchain, ils sont anonymes, mais Thorchain reçoivent des investissements de la part de Multicoin Capital et Binance Labs? Est-ce que quand tu investis, ça leak pas ton nom? Est-ce qu'il n'y a pas des documents où tu breaks le KYC finalement? Ou alors est-ce qu'ils sont vraiment anonymes même dans le processus d'investissement sur le SAFT? C'est la question que je me pose. Mais je pense que quand Gary Gensler il va se réveiller et c'est la partie ils vont en choper un là. Je pense qu'il va en choper un. Il va être l'exemple. Il va ramasser pour tous les autres. Voilà, c'est ça. Sushi, là, tu vas voir. Toi, je t'ai eu, c'est terminé. Voilà. Je pense. Voilà. Après, ce qui m'a rassuré, c'est que quand même, justement, Ripple, tu peux amadouer normalement un régulateur. Voilà. Donc, j'espère qu'ils vont considérer, voilà, les négociations avec les régulateurs continueront d'être possibles. Mais c'est vrai que ça devient difficile. Tu vois, si genre pour faire du mining, toi, tu vas faire du mining, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans ton store, tu achètes des cartes graphiques, etc. T'as pas besoin de demander une accréditation. Mais moi, ma grande frayeur, c'est que ce mec-là, il a dit, ah non, mais attends, toi, tu fournis des services financiers, et quelque part, moi, je trouve pas que son raisonnement soit complètement déconnant. Simplement, on lui a rien demandé. Tu vois, donc, en fait, je vois pas en même temps pourquoi il vient nous donner son avis et intervenir alors que ça, personne ne lui a demandé, tu vois, mais Et moi, je voulais revenir sur ce que tu disais. Quels sont tes exchanges sur lesquels tu vas chercher les pics, on va dire, les pouponnières. Oui. Ben non, attends, là je prends mon truc, mais donc typiquement, ouais, énormément sur donc vraiment les très très petites cryptos à les chercher avant tout le monde. Je vais les chercher sur Stex, Graviex, Crex24, etc. Donc c'est là-bas que tu vas chercher les Stex par exemple. Ouais. Stex, ça c'est underground, ça c'est du underground. Ah ça c'est très. Si tu veux du très très old school, mais vraiment le look, tu sais, tu veux faire un bond de 10 ans dans le passé, fais une recherche sur trade comme un trade, ogre comme un ogre. Et là tu vas prendre 10 ou 15 ans dans la vue. Les mecs qui n'ont pas l'habitude, vous allez pleurer. C'est Diablo 3. Et là tu découvres des merveilles. Est-ce que tu retrouves le côté Cryptopia? Cryptopia, pour ceux qui se souviennent. Cryptopia, tu sais comment ça s'est fini. Cryptopia. Ah, mais not your key, not your coin. Voilà. Et donc, mais Cloacoin, mais attends, mais ça, c'est des horreurs que je pense que j'en ai miné de ce truc-là. Mais là, c'est l'exemple typique pour justement, tu sais, quand tu t'envies un peu de te faire flageller, tu vois, par la communauté, tu te dis, tu vas leur sortir un truc horrible. Mais typiquement, oui, Trade Ogre, j'y suis plus. Mais Stex, par exemple, si, Stex ou Crex24, ça reste. Stex, c'est de la bonne, Stex? Ça a l'air absolument ignoble. C'est pas pire ou c'est pas mieux. Mais là, c'est ce qu'on appelle descendre dans la vase. Donc là, tu descends dans la vase et t'y vas. J'aime bien le commencer à gagner de l'argent. Avec Greg, tu vas voir. Mais Gensler, je pense qu'il va les attraper. À la limite, tu vois, s'il arrive et qu'il les chope eux. Il y en a plein qui sortent, mais il y a Graviex, Mercatox, etc. C'est tous les trucs que je connais. C'est un truc de vrai, ça. Ça, j'avais mes nanos, les Rayblocks à l'époque. Ouais. Ils étaient dessus et t'avais l'autre exchange BitGrain qui s'était fait hacker et pas Mercatox. Et donc, du coup, j'ai pu dump mes nanos à l'ATH quasiment. J'ai eu de la chance. C'est un des rares sels que j'avais fait correctement à l'époque. Après, je me suis fait défoncer sur COS. Vous connaissez COS? Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui a... Voilà, le dernier roi d'Écosse, c'est toi, ça. Le dernier roi d'Écosse. De merde, de merde. Ça existe encore? L'exchange existe encore? Il a toujours existé. Oh. T'inquiète pas, il y a une belle vitrine.
Mais attends, c'était comment encore? C'était le nom du Néo, c'était Enchair, non? Enchair, Oui, les oui, ben fourmis ça, chinoises. bah, attends, un rebranding, ça, par contre, c'est x10, c'est x100. Ouais, c'est vrai. Le rebranding, tu le sais, hein. C'est C'est la quoi? fourmi. Black Coins, Matter Coin. Ah, What? Ah, ah, mais mais ça. le jour où ça tombe sur Binance, t'es à fois un million. Hein. Le jour où t'es sur Non, Binance, mais c'est fois un million. Ah, Black Lives Matter Coin, mais c'est des trucs que ça peut pas finir sur Binance. ouais, non, tu sais quoi, là, en ce moment, tu as un projet absolument odieux en France. Je sais plus qu'est-ce que c'est Provax ou Novax. Il y a plus de respect, hein. C'est-à-dire qu'il y en a, en fait, ils font ça comme on fait du dropshipping, c'est-à-dire qu'ils regardent les tendances dans Google, ils voient, ah, oh tiens, là, ça a l'air de bien trend, ça, je vais te faire un coin, et voilà, hein, et si jamais tu l'achètes, ben, tu vas être puni et sensibilisé au crypto direct, hein. Euh, Mais il y a des pauvres gens qui en général l'achètent et ensuite ils reprochent ça au monde entier alors qu'ils devraient se poser des questions sur eux-mêmes. Mais bon, voilà, voilà, Samy, là tu es en train de découvrir les horreurs. T'es affreux, c'est affreux. Ah, mais Le ouais, respect, mais le respect se typiquement, c'est perd, hein. sur ce genre de plateforme que tu peux aller chercher tu sais, ton x200, ton x400, bah, c'est là Eh que tu bien vas le alors ça, chercher. Monsieur TK quand même, hein, comme dirait Ludom, soyons sérieux. Donc c'est quand même là tu risques aussi de te retrouver dans un atoll, je veux dire, et avant qu'il te pose la fibre, ça va prendre un certain temps, hein. Je veux dire, parce que le problème, c'est que si tu regardes le nombre de coins qu'il y a, il y en a 10 000, et à un moment donné, je veux dire, personne ne souhaite avoir 10 000 coins dans son portefeuille. Donc, moi, je pense qu'il va quand même y avoir un phénomène de concentration, hein. Tout à fait. Et t'as pas non plus envie de descendre. Ce que tu joues, toi, c'est la montée en première division, tu vois, mais tu as quand même plus de probabilité de monter en première division quand tu tapes dans le top 200, top 300. Alors effectivement, je veux dire, tu sais, voilà, toi ce que tu veux, c'est aller prendre un mec, c'est un inconnu, mais quand tu vas prendre un unijambiste, la probabilité qu'il devienne footballeur professionnel, je veux dire, elle est quand même, elle est Attention quand que même... tu as beaucoup de cryptos qui ont commencé justement. Moi, par exemple, j'ai plusieurs exemples comme ça qui sont maintenant sur des exchanges top 5 ou top 10 mondiaux qui ont commencé justement là-bas. Par exemple, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais miné la crypto-monnaie Beam Oui, qui était avec la fameuse technologie Mimblewimble d'anonymat qui maintenant est disponible sur Binance. Sur Binance, moi, je l'ai connue alors qu'elle était même pas listée, tu vois. mais Le Beam, c'était les grosses équipes, je pense. voilà. Et BIM, justement, ils avaient quand même sécurisé quelques millions de funding, hein. Donc si tu suis Et les capitaux, il travaille maintenant avec Litecoin pour implanter ouais, Mimblewimble sur ouais, ouais. Litecoin, tu vois. Donc typiquement, ok, on est d'accord qu'il y a des projets qui arriveront jamais nulle part et tu as 100% raison et tu fais bien de le dire. Mais il y a des projets qui passent justement de ces petits exchanges vers des exchanges de plus en plus gros et c'est là-bas justement que tu vas taper tes gros scores. Après, on est bien d'accord que c'est pas sur Bah, ce tu genre vois, de plateforme que tu vas moi, aller mettre le million. BIM, j'en ai entendu parler sans jamais être allé sans jamais avoir entendu parler de ces échanges odieux. Donc, Ouais, mais c'est là-bas en tout cas que tu pouvais les acheter entre guillemets en avant-première. Tu alors, vois. c'est Je veux dire, effectivement. par exemple, BIM a tapé les 3 dollars, il a tapé les 3 dollars lorsqu'il est arrivé sur Binance, mais le truc il venait de moins d'un centime, tu vois. Donc le gars qui a été l'acheter sur Binance à 2 dollars ou 3 dollars, ok, il a peut-être fait x1, x2, enfin x1,5, x2, alors que tu as des mecs qui ont été chercher le x300, le x400 parce que le truc est arrivé sur Binance. Donc c'est ce genre de coup-là qui peut intéresser. Ouais, mais bon, si pour aller faire ton x300, je veux dire, t'es allé obligé de miser dans 500 coins, tu vas perdre du fric, Pas tu vois. justement, pas forcément. Attention que, ben voilà, moi, comme je t'ai expliqué, je fais énormément d'analyse fondamentale. Donc, justement, dans le top 500, je retire massivement des crypto-monnaies qui, pour moi, n'ont aucun intérêt. Attention. Hein. Ah oui, bon, ben Mais d'accord. en fait, Allez, tu nous as fait un Horizon. Vas-y, balance, nous en une autre, là. Un truc shitty, là. Un truc shitty, mais pour lequel tu as de la tendresse. Je veux dire, par exemple, Firo, qui était anciennement Zcoin, qui était dans le top 100 ah, mondial, Firo, qui qui a a été fait une belle rebrandé. descente, qui a été relégué. Ouais, il est passé de 100 dollars à 10 dollars, je pense. Ouais, 7 dollars, À c'est ça. Serbe. Ah ouais. Ah, mais Et Firo, donc, encore une fois, fondamentalement parlant, c'est extrêmement bon. Attention, fondamentalement parlant. Par contre, voilà, et niveau marketing, ils sont à chier, tu vois. Ils sont à chier niveau marketing. Mais Ils ont fait un fondamentalement. rebranding, hein. Beau site, hein. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Franchement. on les confondait avec Zcash, en fait, parce que c'était Zcoin. Donc, on les confondait avec Zcash. Ils ont changé de nom pour Firo, justement. Du Et coup, là, t'as maintenant, la. on sait que Zcash c'est Zcash et on n'achète plus du Zcoin, du coup. ouais. Voilà. Et À non, voir. et ça, c'est con, ça.
Non, mais après, le marché de l'anonymat, enfin des privacy coins, donc tous ces forks de Bitcoin avec des propriétés spécifiques ou des moyens de. Voilà. Moi, quand même, je me dis que les padrés du domaine, c'est LZK chez Monero, le reste, je sais pas trop. Mais parce que c'est eux qui, tu vois, qui sont sur les Zero Knowledge Proof depuis 20 piges, quoi, ou 10 piges, et qui. Mais je ne connais pas du tout Firo, pour le coup. Ils Je sont suis vraiment relativement curieux. anciens, ils sont de 2017 aussi, donc c'est aussi un projet qui a déjà pas mal d'années au compteur, tu vois. Mais ça, c'est un exemple. Enfin, je t'ai donné un exemple. J'ai des exemples comme ça, je peux t'en donner des dizaines, tu vois. Je veux dire, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il est pas mieux, il est pas moins bien qu'un autre, quoi. Il y a des coins belges. Est-ce qu'il y a des coins belges? Je te coupe, mais là, tu vois, puisqu'on est dans les trucs exotiques, Il y a est-ce des que... échanges belges, GoFrex. Euh, euh, Ah, Crypto4You, je pense que c'est belge aussi. C'est un Ah, exchange belge. Mais enfin, c'est plus une plateforme d'achat un peu à la maison du Bitcoin, tu vois. ah Je ouais, crois que ouais, c'est un belge. broker. comment Ouais. ça s'appelle? Crypto for Non, you. non, c'est très. Je sais plus. Non, c'est. Non, Crypto4You, c'était le truc d'arnaque, parce que je vois ma vidéo là dans le truc, donc c'est pas ça. Non, 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 Alors nous c'est. aussi, les Français, on a quand même des scammers. Regarde, hein, on a Marc Arpelès, c'est celui qui a fait le plus gros trou, hein. Je veux dire, celui qui a perdu le plus de coins. Oups, j'en ai perdu 600 000, c'est un Français, hein. Donc on Je va crois que c'est respecter quand même Bit4You. Regarde un peu Bit4You, si c'est une pas belle ça. nation. Bit4You, c'est un site de cul, arrête, c'est bon. Non, mais- Aïe, Il y a et voilà, là on va perdre la chaîne. Merci non, merci. dans les commentaires. Allez, je regarde. Ah, yes. ouais, voilà. Yes. Je crois que c'est eux. Je crois que je reconnais le logo, donc je pense que c'est eux. Il y a Satoshi aussi, je crois, qui fait des wallets en Belgique. Ouais, Ah, Satoshi mais Wallet, toi, qui sont belges, mais avec qui j'ai déjà Ngrave, travaillé. ils sont belges. Mm. Engrave aussi. Ouais. Oui, il y a plusieurs. Enfin, on connaît pas beaucoup comme ça, mais il y a de très bonnes plateformes ou de très bons Et providers. Qu'est-ce qu'il fait, Engrave, Est-ce d'ailleurs? que tu sais que moi, ma théorie, c'est que Satoshi était belge. Satoshi est un belge, hein. Il vient de chez vous. Ça, c'est ma théorie. Oh, on Après, pourrait après, prédire. ah non, 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 mais non, je m'arrête là parce que il faut laisser une part de mystère et on va respecter Satoshi. Mais moi, ma théorie, c'est que Satoshi est belge. Il y a un chercheur belge qui est connu pour ses Oui, travaux, en plus qui est mort, qui est dépressif. Alors, il y a comment il s'appelle un vieux monsieur, un grand cryptographe qui est cité dans le dans white paper de le père Bitcoin. de Bitcoin et il est belge, ouais. Ouais, Voilà. c'est Jean-Jacques Coussereter, il s'appelle. Voilà. Et exactement, Samy. Mais après, voilà, il y a donc ça suppute que pour C'est avoir été ça. cité, mais ça c'est pas le Satoshi suspecté. Non, c'est le Satoshi suspect, c'est Len Massaman, je crois. Len Sassaman. Ça man. Toi tu l'as dox, mais bon, il est mort, donc c'est moins grave. Ouais. Et moi, je trouve Voilà. que Et c'est donc ça c'est un des candidats. Alors on n'en sait maintenant. rien. La réalité c'est qu'on n'en sait rien, hein. Tu vois, il y a des comment ça s'appelle des Nick Szabo, des Alfiné, voilà, plein de gens qui sont des candidats potentiels, hein, mais lui, moi, c'est mon candidat favori, c'est un Belge. Et en plus, comme j'ai énormément de sympathie pour les Belges, je trouve ça beau. C'est-à-dire que Magnifique. côté, alors, il y a des gens, il faut arrêter de montrer Gensler parce que c'est vrai que ça a un effet pas d'Ixelles absolument redoutable. Moi aussi, hein. Ouais, ouais. Alors, ça va être Benoît. Et est-ce que tu as déjà essayé de short ou des petites folies avec du levier ou des choses comme ça? Jamais, touche pas à ça. Eh ben, T'as je te raison, t'as félicite. raison. Je te félicite. J'en ai Tu peux jamais vraiment fait, mettre de t'imagines? main. Ça me donne envie, hein, parce que quand tu vois les mecs, Oui, justement, tu vas short voir. de langue, mais honnêtement, Demande à j'ai Samy, jamais il va te testé. donner un tuyau, il va te dire quand faire ça. Tu te demandes à Samy quand est-ce que tu dois chanter, tu vas voir. Tu vas te retrouver en slip. Ouais, mais franchement, c'était la meilleure leçon. Heureusement qu'on l'a fait, ce short, finalement. Ah oui, oui, ça nous a permis. Alors par contre, c'est là où on a progressé parce que derrière, on a racheté. Eh oui. C'est Et fait ça, une il me belle fait. branlée contre Sam Bankman. Oui, Et après, on est oui. devenus amis. On s'est dit, on va acheter Voilà. peut-être. Ah, trop. Ouais. Ouais. Bon, ben. Non, mais écoutez. euh, C'était très cool, en tout cas. Je pense qu'on a, Moi aussi, je suis ravi. on a fait un beau tour Hmm. de cet univers-là, du mining, du staking, aussi de tes préférences, tes méthodes d'investissement. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de toute façon de faire une émission dans les prochains mois, peut-être de nouveau avec toi. Il y aura sûrement de Avec quoi plaisir. parler. Ce sera avec grand plaisir. Bah écoutez, merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment super sympa, je me suis super amusé, j'ai pas vu le temps passer, donc un grand merci à vous. Non Pareil. plus. Et le fait de dire que c'était comme à la maison, bah, c'était vraiment comme à la maison, c'était bien sympa en tout cas. Ah ouais, oui, oui. Merci. Merci en tout Merci cas. beaucoup, Monsieur Merci à Teka tous. et toute Et la merci commune. aussi au Toujours un chat, plaisir aux d'être avec vous. 750 parmi nous. Vous êtes merveilleux. Merci aux donations, aux abonnements que je ne peux pas voir grâce à l'interface PT que j'utilise vu que je suis en voyage. Mais voilà, merci à tous, vous êtes géniaux et je vous donne rendez-vous demain sur YouTube pour un nouveau podcast et dimanche pour le rituel, la vidéo du dimanche, quoi, 17h, 18h, 17h. Voilà. Merci encore à tous. Surtout ne capitulez pas, prenez chaque jour. Que la crypto soit avec Bonne vous. soirée à tous.